Bon après-midi, mesdames, bon après-midi, messieurs. Heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission de débat sur la télévision du monde tous azimuts. Tous les samedis, dès 15 h, on refait l'actualité, on remet à l'ordre du jour les sujets qui ont meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Et pour ce samedi, on fera encore parler de la crise anglophone au Cameroun avec ses plans d'urgence, notamment le plan d'urgence humanitaire mis sur pied par le gouvernement camerounais pour apporter un début de solution aux dégâts causés dans le cadre de cette crise anglophone qui n'a que trop duré au Cameroun. Et également à l'ordre du jour ce samedi, la question du CED qui interdit aux gendarmes l'utilisation des smartphones dans le cadre de leur travail, notamment la suppression des comptes sur les réseaux sociaux de tous ces agents de sécurité au Cameroun. Il sera également question de revenir sur la situation des réfugiés dans l'ensemble du triangle national avec un pan de voile sur celle des réfugiés camerounais au Nigeria, plus de 20 000 qui ont demandé asile de ce côté-là. La question à quelques semaines de la rentrée scolaire du livre unique au Cameroun est également une actualité qui aura retenu notre attention. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être des nôtres. Cette émission se voulant interactive, un code d'accès pour vous joindre aux échanges ce samedi, le 6 99 13 50 75. Bienvenue. Et pour échanger cet après-midi, un panel comme à l'habituel que je m'en vais vous présenter de suite. Je commencerai par ma droite, la première à ma présence sur ce plateau. L'homme est un économiste liquidateur, bien sûr c'est un homme politicien, militant de l'Union des populations du Cameroun, ancien député du Cameroun. J'ai le bonheur d'accueillir sur ce plateau Paul Alphonse Sopon, honorable, bienvenue. Merci beaucoup madame, bonsoir. Comment se porte l'UPC? Oh, ça va, ça va. Vous savez que nous sortons d'un congrès qui a mis sur pied des organes dirigeants. Et bon, donc nous attendons calmement que la scène politique se mette en place. À ma gauche, on lui reconnaît une verve assez particulière dans le milieu politique du Cameroun. Il est enseignant d'université et également doctorant, sociologue, expert en communication et plus important encore, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai le plaisir d'accueillir André Luther Meka cet après-midi. Bienvenue André. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à cette émission. C'est aussi un plaisir de rencontrer une fois de plus l'honorable Sopon. J'espère que les échanges seront fructueux et nous allons pouvoir apporter des éclairages aux téléspectateurs. Et bien sûr, le troisième invité qui est annoncé dans les couloirs de la télévision du monde n'est autre que le maire de Yabassi, Jacques Maboula, qui va nous rejoindre. Le maire Jean-Robert Ouafo s'étant excusé pour des raisons de famille. Il ne se joindra pas à nous cet après-midi. On va donc ouvrir les échanges en attendant l'arrivée de notre troisième invité juste après la transition. Le zapping se consacre cet après-midi au système éducatif camerounais, notamment à cette question du livre unique après à quelques heures seulement de l'intégration, du retour, si on le veut, au Cameroun, au livre unique dans chaque matière. La question d'édition se pose tout d'abord, mais également celle de la disponibilité des manuels au Cameroun, notamment du système anglophone qu'on a toujours du mal à avoir. Et par la suite, les contours du prix. Tout d'abord, les délais de publication, André Luther Meka, de ces livres retenus n'a pas véritablement été respecté, ce qui a créé également un problème aux éditeurs qui étaient aux abois. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir véritablement ce livre unique à la rentrée scolaire à venir? Je crois que ce sont les éditeurs qui devront nécessairement tout faire pour que le livre soit disponible. Mais je crois que le véritable problème, c'est au niveau du diagnostic, parce que je vois qu'il y a exagérément du triomphalisme par rapport au livre unique. Il faut savoir que le système éducatif était d'abord un système de livre unique. Et le coup de poing du Premier ministre qui a permis que le livre puisse être unique par programme vient permettre à ce que les parents puissent avoir un certain nombre d'économies. Mais il faut encore le dire, sur le terrain, ce sera pratiquement difficile parce que dans les années antérieures, nous avons constaté que beaucoup d'écoles
ne respectait même pas la liste des livres qui étaient programmés. Chaque école pouvait, n'est-ce pas, demander à ce qu'on achète tel ou X livres. Et en plus, il y avait un certain nombre, une multiplicité de livres. Maintenant qu'on a mis un livre par programme, est-ce que ce sera respecté? Est-ce que, effectivement, ces livres seront disponibles, comme vous dites? Je crois que c'est au gouvernement de faire le suivi de cette décision, parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'il y ait des décisions. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de décisions qui sortent des ministères, notamment l'école gratuite du primaire qui ne l'est pas. Donc, de façon pragmatique, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un suivi pour que cela soit respecté. Honorable, est-ce qu'on peut être certain, d'ici la rentrée scolaire 2018-2019, d'avoir véritablement en process cette situation des livres uniques au Cameroun? Vous savez, même quand il y avait une multiplicité de livres, on vous disait que les bateaux ne sont pas encore déchargés. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes de dédouanement, des problèmes même d'embarquement à partir de leur lieu d'édition, hein, de ces livres. Moi, je crois que le souci ne devrait pas être de ce côté. Le souci devrait être, pas à convaincre, mais de presser sur le bouton des éditeurs pour que cela soit probable. Parce que tous les éditeurs ne sont pas d'accord. Parce qu'il y en a qui vont perdre un marché très important. Or, nous, notre éducation, quand nous étions encore dans ce truc, c'est le livre unique que nous utilisions. Bien sûr. Pendant tout le cycle, nous utilisions un seul livre par matière. Je ne sais pas d'où il est venu qu'on sélectionne 5 éditeurs pour une matière et on impose les livres de ces 5 éditeurs. Il y a ça. Il y a que, vous me demandez si ce sera certain, mais le livre n'est pas fabriqué au Cameroun. Malheureusement. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Tant que le livre ne sera pas fabriqué au Cameroun, le problème de l'incertitude va toujours, et si vous voulez, s'imprimer sur notre système éducatif. Il faudrait qu'on fabrique le livre au Cameroun. Et je ne vois pas pourquoi on ne fabrique pas le livre au Cameroun. En son temps, on nous a créé le CPR. Le CPR, on avait créé le CPR justement pour fabriquer le livre au Cameroun. Mais, si vous voulez, il y a une sorte de mafia qui s'est installée après. Il fallait que les éditeurs étrangers entrent dans le jeu, etc., etc. Or, nous pouvons écrire des livres au Cameroun pour nos enfants et les fabriquer au Cameroun pour nos enfants. Vous comprenez? Et tant que nous ne le ferons pas, que nous ferons toujours appel à ceux qui sont installés en Chine. Le livre est fabriqué en Chine, le livre est fabriqué en Malaisie, le livre utilisé au Cameroun, il est fabriqué en Chine. Vous voyez, le temps d'embarquement, le temps d'expédition, etc., etc., ça rend la donne compliquée. Voilà. Et toutes ces transactions également, André Luther, qui ont un incident également sur le coût du livre finalement. Quand on a regardé les prix, la grille tarifaire retenue pour ces livres-là, il n'y a pas un véritable changement par rapport à l'année dernière. On ne voit pas un changement. Et on ne voit pas un changement. Nous en parlons avec beaucoup de passion parce que nous sommes des parents et cela cause un préjudice énorme aux parents. Donc, au-delà du fait que le livre soit fabriqué à l'étranger, il coûte très cher. Et au-delà de coûter très cher, il y en a même certains libraires qui font la surenchère. Parce que lorsque vous allez parfois à la librairie, on vous dit que le livre n'est pas disponible. Et lorsqu'il est disponible, il est un peu plus cher. Donc, c'est automatiquement un problème qui se pose sur le plan de l'éducation. C'est pour ça que, pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Sopor qu'il faille trouver des mécanismes pour que le livre soit fabriqué au Cameroun. Mais aussi, lorsque le livre est fabriqué au Cameroun, vous savez très bien qu'il peut y avoir des problèmes de piraterie. Et le CPR dont il parle aujourd'hui, les associés et tout ce qui était au CPR sont dans des interminables procès entre les associés. Donc, ce n'est pas toujours évident que dans le contexte socio-économique actuel, que des entreprises puissent fonctionner, surtout des entreprises de cette espèce, puissent fonctionner dans de très, très bonnes conditions. Mais j'insiste encore que il y a crainte parce qu'il y a la présence du gendarme. Donc, si ce livre, cette politique du livre est mise sur pied, si effectivement ceux qui sont
habilité à contrôler son exécution se mettent sur le terrain pour pouvoir contrôler cela, je crois qu'on aura une très bonne rentrée. Parce qu'il faut le dire, hein, ce n'est pas le problème du livre qui est fabriqué à l'étranger, c'est un marché, c'est un gros marché. Je ne suis pas sûr que ceux qui entrent, n'est-ce pas, dans ce marché pourront, n'est-ce pas, perdre cette occasion, qui est une occasion tout à fait, une opportunité d'affaires à cette rentrée. Mais le véritable problème, c'est la surenchère qui va, n'est-ce pas, survenir face, n'est-ce pas, à ce marché-là. Alors, s'il fallait apporter des éléments de suggestion, on aura pour permettre à ceux qui sont en train de nous regarder, notamment les responsables, mais également les parents qui ont des larmes aux yeux, pour qu'on ait quand même une rentrée un peu décente au Cameroun. Quelles suggestions vous pourrez faire? Nous restons sur le livre. Bien sûr. Ok. Nous sommes encore en train de parler de livres à quelques semaines de la rentrée scolaire. D'accord. Puisque là, la décision vient d'être prise. Bien sûr. La décision de l'utilisation du livre unique, elle vient d'être prise. Ok, nous allons encore supporter ces quelques dysfonctionnements, effectivement, que on s'achemine vers une rentrée automatiquement avec dysfonctionnement. Absolument. Parce que non seulement l'approvisionnement ne sera pas assuré, mais en fait, et en plus, il y a le prix. Et moi, je voudrais revenir sur ces deux critères-là, ces deux facteurs, l'approvisionnement et le prix. Le livre est cher, pourquoi? Parce qu'il n'est pas fabriqué ici. C'est pour ça qu'il est cher. Parce que s'il est fabriqué ici, avec tout ce que nous venons de signer comme accord avec l'Union européenne, pour l'entrée libre de certains, si vous voulez, matières qui peuvent nous aider à produire ici, le papier sera moins cher. Donc le livre ici sera moins cher. Les machines d'imprimerie seront moins chères, puisqu'elles sont détaxées. Vous comprenez? Donc il y a d'abord ça. Il y a qu'on décide de fabriquer nos livres ici. Parce que nous savons que ce sont nos professeurs, ce sont nos instituteurs qui écrivent. Mais pour les autres, en fait, c'était nous vendons notre intelligence aux autres et eux, ils en profitent. Parce que si on va vous donner le volume du chiffre d'affaires d'un éditeur tel que Hatier, par rapport à celui qui a écrit ce livre et qui est ici, vous allez mettre les mains sur la tête. Et par rapport au libraire, vous comprenez le bénéfice que tire le libraire de la vente de ces livres fabriqués à l'étranger, mais il est presque insignifiant. Or, nous savons que c'est un marché d'au moins de 200 milliards de francs. Mais pourquoi ne pas conserver cet argent chez nous? Nous en avons besoin, au lieu de sortir des devises. Vous comprenez? C'est d'abord le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la distribution des livres. Il faudrait réorganiser les librairies. Vous avez parlé du livre quand on est dans le système bilingue. Bien sûr. Dans les écoles bilingues, il y a, si vous voulez, on continue à dire le système anglophone. Mais moi, je ne le vois pas ça. Quand on est dans ce système, les livres sont rares. Très rares. On ne les trouve même pas. Mais pourquoi? Parce qu'on attend qu'ils viennent de l'étranger. Mais nous pouvons les fabriquer ici. Le CPR dont a parlé M. Mika, le CPR pouvait très bien fonctionner. Les unités telles que le CPR, on pouvait en avoir 2, 3, pourquoi pas? Puisque le marché est vaste. On vous dit que c'est un marché d'à peu près de 200 milliards. Le marché est vaste. On peut avoir des unités telles que le CPR 2 ou 3 fois. Mais il faudrait que le gouvernement s'y mette. Parce que nous parlons là d'industrie et le gouvernement doit absolument aider ces structures industrielles pour qu'elles s'implantent. Nous parlons du développement de notre savoir. Il ne doit pas être décidé ailleurs. C'est pourquoi, je ne sais pas, Monsieur Mika, si vous avez consulté ces livres. Parfois, je consulte un livre d'un enfant qui est à la CIL. Mais le français même qui y est écrit... Inquiète. Inquiète. Vous vous posez des questions. C'est justement parce que celui qui imprime est à l'extérieur, lui, il utilise sa langue. Et il veut, si vous voulez, traduire sa langue en français. Vous comprenez, c'est très compliqué. Fabriquons des livres ici, et moi, je suis convaincu qu'en les fabriquant ici, comme a dit le ministre ou un représentant du ministre, je l'ai vu, il a dit que si nous fabriquons, que le livre scolaire ne va pas coûter plus de 2000 francs. Si on le fabrique au Cameroun. Si on le fabrique ici, effectivement, nous n'atteignerons même pas
le coût de 2000 francs. D'accord. On va en profiter pour accueillir le temps de prendre son point de vue sur ce sujet avant de passer au prochain. Le maire de Yabassi, je le disais tantôt, sous la bannière de l'UFP, un politicien très engagé, notamment depuis quelque temps dans la candidature d'Akeremouna. Jacques Maboula Mboya est en notre compagnie. Bienvenue, monsieur le maire. Merci. Bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur et un plaisir d'être à vos côtés ici aujourd'hui. Et je crois que le sujet sur lequel vous débattiez tout à l'heure est un sujet poignant parce qu'il révèle le niveau d'affairisme et de complicité au niveau de la gestion des ouvrages scolaires qui nous dépossèdent de notre identité économique, culturelle et sociale. Je crois qu'il y a bien longtemps qu'on aurait dû relever cet aspect des choses qui complexifie la vie des parents à la rentrée scolaire, mais qui nous égare en termes de maîtrise des coûts, comme disait l'honorable tout tantôt, parce que au-delà du coût onéreux de ces ouvrages, nous avons des pertes de devises énormes, et puis nous avons de la main-d'œuvre que nous ne recrutons pas localement, parce que le livre, c'est aussi un marché qui donne du travail, et sous-traiter notre éducation, notre formation, outre-mer, c'est vraiment sacrifier les générations à venir, et je crois que avec cette prise de conscience qui commence, il est impératif que le chef de l'État, les membres du gouvernement, sachent que l'avenir du Cameroun ne se fera pas sans le livre et l'appropriation du contenu de nos livres, parce qu'on a suffisamment de matière grise dans ce pays pour pouvoir concevoir des contenus appropriés à notre image, à notre identité et naturellement à notre développement durable sur les années à venir. J'espère qu'on ne reviendra plus dans les travers du passé et que l'affairisme va cesser maintenant. Bien entendu, peut-être une dernière, oui. Je voudrais préciser que je crois que le contenu du livre échappe aux spécialistes de l'éducation, parce qu'il y a toute une commission qui est à part et qui, ma foi, n'est pas profondément maîtrisée par le ministère des Enseignements secondaires. Et c'est pour ça que je me demande, parce que l'honorable Sopo parlait du contenu, si les inspecteurs pédagogiques nationaux scrutent, n'est-ce pas, ces contenus avant, n'est-ce pas, d'envoyer cela à la reprographie ou à l'édition. Donc il faudrait qu'il y ait une coordination au niveau, n'est-ce pas, de cette affaire du livre, parce qu'il y a beaucoup d'affairisme et il y a beaucoup de batailles, parce que c'est beaucoup d'enjeux d'argent. Il faudrait que le livre, d'abord, le contenu soit maîtrisé par les éducateurs et qu'avant diffusion, qu'il y ait nettement un contrôle scientifique de ce qui est dit, de ce qui est écrit. Et je crois qu'à ce niveau, on pourra, ne serait-ce qu'avoir un contenu édifiant pour nos enfants. Honorable Sopo, qui voulait également faire une dernière réaction sur le sujet. Il faudrait que le livre soit subventionné. Aussi. Oui, automatiquement, on subventionne la musique, on subventionne les médias, il faudrait que le livre soit aussi subventionné. Même si on pourrait mettre un point d'interrogation sur toutes ces subventions-là également, notamment au niveau des médias. C'est un autre débat. Bien sûr. Vous voyez, il vient de parler du contrôle du contenu. Le problème, c'est que M. Meka, il n'est pas fabriqué ici. Et je me pose des questions. Pourquoi? Parce que vous allez décider ici du contenu. Mais le livre, il va être imprimé en Malaisie. Mais là n'est pas le problème. Non, là c'est le problème. Parce que ils ont juste l'exécution de reproduction. Non, ce n'est pas la reproduction en tant que telle. Le livre, il va être fabriqué en Malaisie. Lorsque ce livre revient, on ne peut pas perdre le temps à revoir ce qu'on a écrit. Parce qu'il revient au moment de la rentrée scolaire. Il revient à la rentrée scolaire. Essayez de prendre un livre, je parle de la CIL, même un enfant qui fait le CP, et lisez-le profondément, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on y a écrites qui ne veulent rien dire. Deuxièmement, nous qui avons fait les écoles catholiques, mais tous nos livres étaient fabriqués à Yaoundé, pas l'imprimerie Saint-Paul. Mais pourquoi ne pas recommencer? C'est l'imprimerie Saint-Paul qui fabriquait tous les livres des écoles catholiques du Cameroun. Donc, vous voyez que les structures sont là. Il y a le CPR qui est capable de le faire. Il y a d'autres imprimeries ici qui sont capables de le faire. Il y a la Soprecam, par exemple. Il y a l'imprimerie nationale. Donc, les structures sont déjà là. Et ces structures ne demandent qu'à travailler. Et comme vient de le dire le maire Maboula, il y a le côté emploi. Il y a le côté emploi. C'est-à-dire, nous finançons les emplois
à l'extérieur. Et pourtant, nous parlons d'un volant de chômeurs qui est très très important dans ce pays. Donc, revenons à une production camerounaise du livre. Nous parlons du livre aujourd'hui, mais nous parlons de tout en réalité. Nous revenons à une production camerounaise du livre et vous verrez que ça marchera. Le livre sera moins cher dans ce pays. Voilà, on en profite pour rappeler aux téléspectateurs que les réactions, c'est uniquement par SMS et merci de ne pas appeler à cette ligne-là puisqu'on ne réussira pas à vous prendre en direct. Je m'adresse également à M. Ngueti qui posait des questions qui apparemment ont trouvé réponse dans la discussion qui vient de se faire sur ce plateau. Nous allons avancer dans ce débat cet après-midi. On parle à présent de Galax Etoa Landry, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie qui est donc sur la sellette cet après-midi, qui a sommé, bien entendu, les gendarmes d'abandonner l'usage des smartphones lors des opérations sur le terrain. Ça va un peu plus loin. Tous les sites visant à promouvoir le travail des forces de défense devraient désormais avoir une décision officielle avant d'exister. Pour tous les gendarmes ou les hommes de notre sécurité qui ont des sites et des profils sur la toile, devront refermer si ces profils font allusion à leur identité militaire. Des mesures comme ça qui relèvent, d'après le CED, d'une obligation de réserve, bien sûr, qui incombe à la gendarmerie, monsieur le maire. Plus une information, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre nécessaire parce que l'armée, par définition, c'est un corps discret et avec la médiatisation, les réseaux sociaux, certains jeunes officiers, voire des jeunes recrues de l'armée, pensent que le téléphone est au service de leurs activités qui méritent d'être gardées sous le secret. Et je crois que ce rappel à l'ordre est très important parce que quand on regarde la surmédiatisation des activités dans le nord-ouest et le sud-ouest, je crois que l'image du Cameroun a pris un coup. Et même si on ne justifie pas les violences et les atrocités que nous avons pu vivre sur les réseaux sociaux, je crois que jusqu'à preuve de contraire, l'armée est une force au service de la confidentialité et il est impératif que l'on rappelle ces aspects-là à nos forces de défense. Et je crois que c'est une bonne initiative, il faut saluer cette approche. Monsieur Meka, c'est une décision du CED qui arrive, comme il le dit Monsieur Maboula, à point nommé, quand on regarde donc toutes ces maladresses, parce qu'on va les appeler comme ça, qui sont effectuées, un militaire qui se filme ou qui filme une scène alors qu'on est en train d'arrêter quelques personnes. Ça peut être interprété positivement ou malheureusement négativement par ceux qui ont accès à ces images-là. Il faut dire que nous entrons là à la découverte de la toute-puissance de la communication, à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Et comme vous pouvez le constater, les Camerounais sont en train d'expérimenter les réseaux sociaux. Ils expérimentent les réseaux sociaux. Après toutes ces années, on les expérimente même encore. Même dans les espaces les plus clos et les plus professionnels. Et en tant qu'experts en communication, nous observons avec beaucoup d'intérêt la manipulation des réseaux sociaux qui nettement n'a plus de limites, n'a plus, n'est-ce pas, de censure. Parce que comme les Américains l'ont inventé, c'était, n'est-ce pas, un monde d'égalité, de transparence où, n'est-ce pas, des informations pouvaient circuler. Je crois que ce qui est de cette mesure, c'est une mesure à féliciter. D'abord à féliciter parce que sur le plan de l'information militaire doit être une information contrôlée, une information qui doit être, n'est-ce pas, choisie. Parce que pour nous qui faisons dans la communication aussi est psychologique en temps de guerre. C'est les premiers moments que je suis en train de voir les cadavres, je suis en train de voir les opérations en direct, je suis en train de voir, n'est-ce pas, les tueries qui sont faites en guerre. Lorsque vous voyez même les plus grands documentaires au monde, n'est-ce pas, des guerres comme l'Irak, la guerre du Golfe, vous ne voyez systématiquement pas de morts, vous ne voyez systématiquement pas des militaires qui, n'est-ce pas, sont en train d'assassiner. Moi, je mets quiconque au défi de nous démontrer comment, n'est-ce pas, Ben Laden a été assassiné, puisque selon ce qui nous a été rapporté par la Maison-Blanche, le président Obama suivait, n'est-ce pas, l'exécution de Ben Laden en direct, mais moi je n'ai jamais vu les images. Donc il n'y a qu'au Cameroun où l'armée et, disons, certains agents des forces de l'ordre s'amusent avec
les réseaux sociaux et l'image. Parce que l'image du Cameroun prend un coup. Et cela peut même encore aviser l'adversaire sur un certain nombre de stratégies, sur un certain nombre d'avancements sur l'espace. Donc je crois que le secrétaire d'État a vu juste. Et j'espère que ça va revenir à la confidentialité, à la réserve et à la grande muette dont nous avons connu et qui opérait avec efficacité dans, n'est-ce pas, la réserve. Même s'il faut le dire, honorable Sopo, que pour beaucoup de personnes également, c'est une façon pour le gouvernement de les empêcher de savoir ce qui se passe dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Déjà pour ces militaires, je dirais que c'est la génération Android. Aussi. Oui, donc cette génération confond tout. Elle confond tout. Et le rappel à l'ordre voudrait seulement leur faire savoir qu'ils font à partir d'aujourd'hui. Ils sont partis d'un corps qu'on appelle effectivement la grande muette, dont la discrétion est de règle. Et l'information en temps de guerre est primordiale. Vous voyez tout ce qui circule dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous dit, ah, faites attention, on a déjà kidnappé tel. C'est tout le monde qui a peur. Qui est dans la psychose. C'est tout le monde. On vous dit, oui, attention, voilà un message, ils vont venir occuper Douala. C'est tout le monde qui est dans la psychose. Et vous trouvez donc nos enfants des forces armées qui se plaisent aussi, peut-être dans un esprit de contre-attaque, dire que non, nous aussi nous avons fait ceci. Oh, ça doit rester à la discrétion. L'armée ne dévoile pas ses cartes. Et je crois que le moment est venu avec ce nouveau secrétaire d'État pour leur rappeler que, attention, la gendarmerie, c'est d'abord le secret. C'est la gendarmerie. La gendarmerie, c'est l'information militaire. Donc la gendarmerie, c'est d'abord le secret. Ceux qui croient que c'est parce qu'on ne veut pas savoir, l'État ne veut pas qu'on sache ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ces régions. Mais eux, ils diffusent les images tous les jours. Eux, ils diffusent les images tous les jours. Hier même encore, on m'a montré, on dit que ça se passe au Cameroun, des militaires, des assassins qui sont en train, qui sont devenus des anthropophages. Vous voyez? Donc, des images, eux, ils diffusent des images tous les jours qui installent la peur, qui installent une certaine psychose. L'armée ne doit pas entrer dans ce jeu. Il faudrait qu'on laisse ça à ceux qui n'ont pas des corps formés en tant que tels. Je veux parler des terroristes. Ce ne sont pas des corps qui ont eu une formation telle que celle des corps de la défense nationale. D'accord. Monsieur le maire, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu excessif quand même lorsqu'on a atteint les comptes Facebook et Twitter de ces gendarmes-là et on demande de supprimer tous ces comptes-là d'abord, de même, tout ce qui laisse leur apparence d'appartenance aux forces de sécurité, il faut fermer tous les groupes qui ont été créés dans ce sens, il faut les bloquer. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu poussé cette décision? Écoutez, quand vous faites une demande de recrutement dans l'armée, c'est aussi un choix de comportement et de vie. Ouais. Et quand vous ne voulez pas vous soumettre à ces règles du métier, vous choisissez un autre métier. Et je pense que tous les hommes en tenue savent qu'ils ne sont pas des civils. Et quand on dit que vous n'êtes pas un civil, savez que vous êtes astreint à la discipline militaire d'un corps. Et quand on sait que le BIR et les autres unités qui sont en position dans les frontières du Cameroun sont des corps d'élite, je crois que la rigueur est encore 10 fois plus rude avec ces personnes et il faudrait qu'ils se remettent dans les rangs et dans leurs bottes, qu'ils fassent d'abord leur boulot et rien que leur boulot parce que les activités sur les réseaux sociaux, c'est exclusivement des activités de civils et il est tout à fait normal qu'ils ferment ses comptes et qu'ils se mettent au service de la République. Ben, s'il voudrait, par exemple, envoyer à son épouse ou à son époux une vidéo de lui en terrain de guerre pour dire « je vais bien, je ne suis pas encore mort », ça peut passer, ça pouvait au moins se passer. Il y a une différence entre l'espace de travail professionnel
et l'espace familial. Il faudrait faire la différence. Et puis, je crois qu'il y a des canaux de communication plus appropriés lorsqu'on voudrait communiquer en famille. Ce que nous parlons est d'une extrême importance, parce que ces images non seulement créent la psychose, mais ce sont des images qui permettent, n'est-ce pas, aussi à l'adversaire de pouvoir se réajuster. Donc, il ne faudrait pas qu'ils prennent cela comme si on est en train de faire l'omerta ou la censure par rapport à cela. Je n'ai jamais vu, peut-être qu'ils vont me montrer le contraire, je n'ai jamais vu une armée qui est en guerre et qui utilise les réseaux sociaux, les téléphones par-ci, par-là. Sinon, c'est que nous avions, n'est-ce pas, des vidéos de toutes les guerres qui se passent dans le monde. Donc, je crois qu'il faudrait qu'ils soient astreints à cette confidentialité, à la réserve, et que l'information qui est reçue sur le terrain ne soit traitée, ne soit, n'est-ce pas, reçue que par les ayants droit et ceux qui ont la capacité de pouvoir analyser cette information. Galax Etogal André, donc encouragé dans son projet de contrôle et surtout de remettre en marche l'obligation de réserve qui semble avoir été oubliée par quelques gendarmes, des éléments de force de défense du Cameroun. Quelques SMS avant de passer à l'autre thématique retenue pour ce jour. Les réseaux sociaux sont exactement en train d'être expérimentés parce que sinon c'est inconcevable ce qui se passe. Dans la mesure où, peu importe la situation, accident ou bagarre, des usagers des réseaux sociaux s'empressent à filmer sans toutefois filtrer, puis balancer sur les réseaux sociaux sans tenir compte de la sensibilité des autres. Par conséquent, ils expérimentent encore et encore. Et pour les forces de l'armée, c'est encore plus grave. C'est Sylvain Faucine qui nous écrit ce matin. Bien sûr, vous comprendrez, on a fait deux sujets, que les réactions concernent les deux sujets. Au moment où les élèves vont en congé, ils partent avec les listes des livres généralement. Dire que le contrôle va être strict, ça va être bien compliqué, cette situation. Je pense que, en tant que journaliste ou animateur, vous avez des jugements de valeur et vous devez améliorer. On ne peut pas intervenir au niveau du ministre Lyonga. On va lui passer l'information à travers des programmes comme ceci, mais je pense que la ministre des Enseignements secondaires décidera encore de ce qui peut ou ne pas être fait. Même en tant que journaliste ou présentateur, on n'a pas totalement ce pouvoir d'aller, mais on peut apporter notre pierre à l'édifice pour réfléchir. La présence du téléphone à la disposition de l'armée posait déjà trop de problèmes. Non seulement lorsqu'il publie, ce ne sont pas seulement les Camerounais qui y regardent. De même, le secret de la défense militaire était par là divulgué. Donc, la décision du secrétaire général est la bienvenue. C'est Paul depuis Tiang qui écrit ce matin. Les hommes en tenue qui le font sont entrés par les listes des hommes politiques. D'accord. Expérience, je pense que expérimenter veut dire ici faire usage. Ambassa Oyono qui nous écrit, je pense que le dernier que j'ai lu bien avant. Bonjour panel. Il revient aux journalistes de poser la question au ministre Nalova, à savoir où seront imprimés les livres pour le programme scolaire au Cameroun et à quel coût. Il faut éclairer le public à ce sujet. C'est Ngueti Moïse Eric qui nous écrit ce matin. On va d'abord s'arrêter là, prendre une transition. On va parler de la revue Actu ce jour. On parle des réfugiés au Cameroun. Le Cameroun, comme la communauté internationale, vient donc de célébrer la journée consacrée aux réfugiés. Une célébration à demi-ton, puisqu'au Cameroun, on a actuellement dans nos murs plus de 360 000 réfugiés, pour la majorité centrafricains et nigérians, qui ont donc retrouvé l'asile de ce côté. Mais également du côté du Nigeria, dû à la crise anglophone, nous avons environ 20 000 réfugiés camerounais qui sont donc retrouvés dans ce pays-là, dispersés à travers quelques villes. Une situation alarmante pour le Cameroun, et on est invité à l'issue de cette célébration à se poser la question sur la situation de ces réfugiés au Cameroun. Je commence par vous, honorable. Est-ce qu'on a l'impression au Cameroun, puisqu'on a eu à interroger quelques-uns de ces réfugiés qui se plaignaient de ne pas réussir à s'orchestrer une nouvelle vie au Cameroun, est-ce qu'on a véritablement une politique d'aide, d'assistance aux réfugiés au Cameroun?
concrètement? Parce qu'ils sont nombreux. Le problème des réfugiés partout, hein, dans tous les pays, se pose. Même aux États-Unis, le problème des réfugiés se pose. Le Cameroun a fait face à 2 guerres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ces 2 guerres nécessitent tellement de moyens financiers que le Cameroun lui-même aujourd'hui est presque à genoux. Le gouvernement fait même beaucoup d'efforts pour essayer d'encadrer ces quelques réfugiés qui sont chez nous. Parce qu'il y a des écoles qui sont créées. On essaye, si vous voulez, d'intégrer certains d'entre eux. Moi, parce que nous, à Bounadibon, ici, nous avons toute une colonie de réfugiés qu'on essaye d'intégrer dans nos populations, etc., etc. Le gouvernement, à son niveau, je crois que, aidé par les organismes tels que le HCR, fait déjà beaucoup d'efforts compte tenu des moyens qui sont mis à notre disposition. Et les réfugiés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand moi j'étais encore au nord, quand je travaillais au nord, il y avait tout un groupement de réfugiés à Poli. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous parle des années 85. Il y avait déjà tout un groupement de réfugiés à Poli et qui essayait de s'intégrer, que le gouvernement essayait un peu d'organiser. Vous comprenez? Donc les réfugiés, il y en aura toujours, mais les efforts ne seront jamais satisfaits, ne seront jamais faits à 100%, parce que ça dépendra des moyens qui seront mis à la disposition du Cameroun. Des moyens, on en avait jusqu'en janvier encore 650 000 réfugiés au Cameroun, Monsieur Meka. Aujourd'hui, on a 360, on est en train de les faire partir. Il y a encore quelques jours, du côté du septentrion du Cameroun, on a d'autres réfugiés qui ont sollicité rentrer chez eux. Pour la plupart, ils trouvent que réussir à se faire une vie au Cameroun, on en a un qui a dit qu'après 18 ans au Cameroun, il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'horizon, parce que même au niveau de la mise sur pied de certains documents, c'est pas évident dû à la corruption. Disons que c'est un travail synergique entre le pays d'accueil, notamment le Cameroun, et le Haut Commissariat des réfugiés. Mais de quelques informations que nous avons, je crois que parfois les problèmes d'alimentation sont réglés. Les problèmes de santé, le plus souvent les médicaments sont distribués. Et je crois qu'il y a parfois des petites intégrations au niveau de l'éducation. Mais j'avoue qu'une planification ou une stratégie globale de la maîtrise ou, n'est-ce pas, de l'encadrement des réfugiés n'est pas visible. Mais je crois qu'avec les moyens de bord que l'État met à leur disposition, un certain encadrement est fait. Mais je connais aussi certains qui s'intègrent dans des petits métiers et qui s'intègrent notamment dans le secteur informel pour pouvoir s'en sortir. Je crois que la problématique est bonne, il faudrait véritablement, de façon synergique, ce n'est pas seulement un problème du Cameroun, comme disait l'honorable, c'est un problème mondial. Et que sur le plan mondial, qui est un fonds, notamment à l'Union africaine et dans les autres pays, qui va permettre à ce que chaque continent, chaque pays ou sous-région puisse avoir une politique planifié de l'encadrement des réfugiés. Je crois que on le fait avec les moyens de bord, un peu de nutrition, un peu d'aliments, quelques médicaments de santé et parfois même l'armée essaie, n'est-ce pas, de se transformer en maître d'école ou en professeur. C'est une débrouillardise, mais il faudrait que de façon globale, une politique soit mise sur pied pour que ce soit très efficace. Est-ce que, monsieur le maire, si on n'est pas capable de les accueillir, on n'est pas capable de les nourrir, puisque nous-mêmes on n'en a pas pour nous, ça ne peut pas justifier, par exemple, qu'on ne puisse pas accepter de les accueillir aussi? Écoutez, les réfugiés sur le plan international bénéficient d'une certaine protection et le Cameroun a ratifié un nombre de conventions avec les Nations Unies. Nous avons obligation de compatir aux situations d'exception avec nos voisins, qui plus est sont des voisins d'extrême urgence du fait de conflits et de l'insécurité qui prévaut dans leur territoire. Maintenant, est-ce que le Cameroun a les moyens de pouvoir gérer ce flux migratoire? Je dirais non, parce que quand je vois déjà comment les Camerounais, la jeunesse en particulier, et
la population camerounaise est traitée au quotidien par nos différents programmes, je trouve qu'on n'en a pas déjà non seulement la stratégie pour gérer à bien les populations, du moins les populations camerounaises, mais je pense que si déjà on ne peut pas gérer nos propres populations, il va être très difficile pour nous de gérer des migrants. Et c'est l'occasion pour moi de demander toujours l'assistance et la sollicitude internationale parce que ces populations migrantes entrent avec un nombre de dispositifs qui peuvent être source d'insécurité à l'intérieur de notre territoire. Parlant d'insécurité, je crois que c'est le seul volet pour lequel le Cameroun excelle un peu en termes de canalisation de tous ces migrants. Et je souhaiterais également qu'on puisse à l'avenir aménager des zones d'accueil pour ces réfugiés parce que de plus en plus la sous-région Afrique centrale est en proie à de nombreuses attaques, violences, etc. Et si on ne le fait pas, ce serait à tort parce que un jour, si on se retrouve avec 100, 200 000 migrants venus des pays voisins, je suis certain d'une chose, nous ne dormirons plus sur nos deux oreilles toutes les nuits parce que la première des insécurités vient de ces hommes qui ne savent pas où aller et qui doivent obligatoirement nourrir leur famille au quotidien. Et naturellement, il faut faire quelque chose et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et vous abordez là un plan très important, la sécurité, parce qu'il faut dire que quand on approche les populations camerounaises, elles sont un tout petit peu réfractaires à la cohabitation avec beaucoup de réfugiés. Honorables, beaucoup ont même la sensation que les difficultés, les agressions dans les quartiers, c'est toujours dû à ces réfugiés et ça commence à créer de grosses tensions dans certains coins. Quand tu vas vers Yassa, quand tu reviens vers Newbel ou quand tu vas dans la région de l'Est du Cameroun, ce sont les mêmes débats. Les réfugiés, ils agressent les réfugiés. Est-ce qu'à la longue, ça ne peut pas créer un autre problème aussi? Non, vous savez, c'est le débat éternel. Si vous êtes en France, on va vous dire que celui qui agresse, c'est le migrant. Si vous êtes au Gabon, on va vous dire que l'agresseur ici, c'est le Camerounais. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça, ce n'est pas un débat qui doit influencer la politique de l'État pour les réfugiés. Et la population, alors, dans ce cas? Non, la population, c'est pourquoi nous disons que la population doit elle-même s'organiser. Je vous prends le cas de Bounadibon. À Bounadibon, nous ne connaissons pas d'agression depuis, ils sont là depuis peut-être 10 ans. Les Centrafricains, les Tchadiens. Mais nous ne connaissons pas d'agression qui viennent d'eux. Vous comprenez? Donc, c'est un problème d'organisation, de comment est-ce que la population elle-même les accueille, en dehors des programmes mis sur pied par l'État. Donc, c'est pourquoi quand on dit, M. Ninka a parlé de leur intégration dans les secteurs informels. Nous parlons des Ben Skinner, par exemple. Ils y sont nombreux. On ne le sait pas, on croit que tous sont des Camerounais. Non, il y a beaucoup de Tchadiens, il y a beaucoup de Centrafricains dans cette population-là. Donc c'est comme ça que petit à petit, nous pouvons les intégrer dans nos rangs. Bon, ceux qui veulent rentrer, il y en a chaque fois qui veulent rentrer. Il y en a qui ont profité de cette situation pour devenir des hommes d'affaires ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc ceux qui veulent rentrer ont le choix. Le plus souvent, ils vont dans leur pays et ils reviennent. Seulement, ils veulent toujours bénéficier de la position de réfugiés. Et pourtant, ils ont déjà changé de statut. Vous comprenez? Ouais. Donc, quant à dire que l'agression, c'est tel... Moi j'ai été au Gabon, par exemple, on vous dit que le Camerounais, c'est le voleur. Et pourtant, le Camerounais n'est pas réfugié là-bas. C'est-à-dire, l'étranger, vous allez en Guinée équatoriale, on va vous dire que le Camerounais, c'est le voleur. Et pourtant, le Camerounais, il n'est pas réfugié. C'est-à-dire, l'étranger est toujours vu comme celui qui vient vous arracher quelque chose qui vous appartient. À partir de ce moment, il faut le diaboliser. C'est-à-dire, nous pouvons mettre en place des programmes d'encadrement de ces réfugiés qui puissent faire que eux-mêmes aient la possibilité de choisir entre le Cameroun ou rentrer chez eux au moment où la République centrafricaine, par exemple, connaît une petite pacification. Ouais. Vous comprenez? Donc, mais il ne faut pas voir que tout ce que nous avons ici, ce sont des étrangers à Bafoussam. Les crimes rituels, ce ne sont pas des réfugiés. Vous comprenez? Donc, assumons-nous nous-mêmes et essayons nous-mêmes de moraliser nos populations.
Moraliser nos populations, mais pas dire, ben voilà, il faut accueillir tous ceux qui arrivent sans s'inquiéter, sans savoir d'où ils sortent. C'est possible? Disons qu'il y a un petit problème au niveau du HCR, parce que notamment tous ces réfugiés... Parce qu'en même temps, on a une autre loi qui dit, si vous remarquez un étranger dans votre quartier, vous remarquez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, il faut dénoncer. Voilà, il faut signaler. C'est un peu compliqué de demander en même temps à ce type de personnes d'embrasser le premier venu dans un quartier. Le problème qui se pose, et j'étais venant, c'est un problème d'identification. Parce que lorsque ces réfugiés viennent, je ne sais pas s'il y a un fichier de tous les réfugiés et, n'est-ce pas, un fichier qui permet de les identifier. Dans les pays un peu plus développés, ceux qui excellent dans certains métiers ou qui ont du talent ou qui ont atteint un certain niveau intellectuel sont intégrés dans la société et ils sont connus comme tels, comme réfugiés. Beaucoup de Camerounais dont vous pouvez voir la clarté dans certains médias sont considérés comme réfugiés et cela est connu. Donc le véritable problème, c'est un problème d'identification. Il faudrait qu'ils soient identifiés, il faut qu'il y ait une espèce de papiers, j'allais dire des pièces adéquates qui permettent, n'est-ce pas, de les identifier. Et à ce moment-là, je crois qu'il n'y aura plus de psychose parce que le véritable problème, c'est un problème de peur des populations où des réfugiés s'introduisent subrepticement dans la société, dans la population et commettre des exactions qui sont tout à fait préjudiciables pour la société. Donc je pense que la police des mœurs, la police des frontières, le HDR doivent être en synergie pour pouvoir, n'est-ce pas, contrôler, canaliser tout cela et qu'il soit identifié pour qu'on sache qui est qui. Mais dans le cas échéant, on ne peut pas dire que tel est un réfugié, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agressions, tel est un étranger, c'est véritablement comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Canaliser, monsieur le maire, oui, canaliser, ça vous paraît faisable? C'est faisable si on prend des dispositions. Vous savez, au Cameroun, il y a un problème fondamental à la base. Ouais. C'est l'identification même déjà des résidents. Très peu de Camerounais sont clairement identifiés. À plus forte raison. À plus forte raison, les réfugiés. Et quand vous connaissez les réalités et les travers aujourd'hui que connaissent les Camerounais pour entrer en possession d'une carte d'identité, en renouvellement déjà même, parce que quand vous renouvelez une carte d'identité, ça veut dire que vous êtes déjà dans la base de données de l'administration. Et vous avez donc des Camerounais qui passent 1, 2, 3 mois à courir après une carte d'identité. Maintenant, vous prenez à ça, vous ajoutez les réfugiés qui devraient passer par un couloir sécurisé. En termes d'identification, numérisation, c'est des gens qui rentrent chez nous sans une feuille de route, sans une voie qu'on puisse clairement tracer, et ça pose problème. Parce que quand vous n'êtes pas tracé dans un territoire, vous êtes un danger permanent. Et je dis bien, à l'exception de quelques réfugiés qui viennent avec soit un savoir-faire, des moyens pour pouvoir s'intégrer, parce qu'ils ont la capacité soit d'ouvrir un commerce immédiatement. Pour le reste, ça reste une poche d'insécurité, d'abord pour la nation, mais ensuite pour nos ménages, parce que ces hommes, sans emploi, sans activité, ont un devoir de survie. Et cette survie, elle passe souvent par tout ce qu'ils peuvent trouver comme activité. Et quelquefois, c'est des gens qui rentrent avec des armes blanches, des armes de guerre quelquefois, et donc je dis, pour sécuriser nos réfugiés, il faut d'abord sécuriser et assurer notre territoire, et ça passe par une méthode de l'identification, et puis plus tard par l'adressage des résidences pour qu'on puisse savoir que ce monsieur est entré, il est à telle adresse et ne saurait être à une autre adresse. Et ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et je voudrais enfin dire que, vivement, que la sécurité, la sûreté nationale soit la priorité de la nation Cameroun. Sinon, nous serons tous pris au piège de tous ces conflits qui créent. En fin de compte également, je voudrais dire que la sécurité des réfugiés, c'est d'abord une politique sous-régionale. On ne peut pas être dit CEMAC et qu'au niveau de la CEMAC, il n'y a pas une courroie de rappel quand il y a rupture sociopolitique quelque part. Ça devrait être un fonds immédiatement mis en place pour gérer ce flux migratoire. Et jusqu'à ce jour, je ne crois pas que la CEMAC est une cellule de crise quand on parle de réfugiés. Et il faut que ça se fasse maintenant.
Et maintenant, pour dire un mot sur nos frères, tu voulais rajouter quelque chose Non, je crois voilà, que pour s'intéresser un peu à nos frères qui sont réfugiés au Nigeria. Ils sont 20 000 pour l'instant. C'est encore bien compliqué, honorable, avec ceux-là qui sont quittés du Cameroun pour aller chez les voisins, parce que là, on parlait d'abord des autres chez nous, mais en attendant, on en a également qui sont chez nos voisins. Oui, c'est vrai. Pour la première fois, on parle de... Pour la première fois, on parle des réfugiés camerounais. On parle de réfugiés camerounais ailleurs. Et je crois que c'est pour cela qu'on vient de mettre en place un plan d'urgence pour la reconstruction et le repeuplement de cette zone. C'est-à-dire, je voudrais parler du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour ça qu'on vient de mettre en place un plan d'urgence pour le retour de nos frères qui sont au Nigeria. Vous comprenez? Donc, ça se complique pour nous parce que, en même temps que des efforts sont faits pour que ces compatriotes rentrent chez nous, il y a des efforts destructeurs qui sont faits de l'autre côté pour que la psychose continue à s'installer, pour qu'ils comprennent que s'ils reviennent au Cameroun, ils seront tués. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais autrement, le gouvernement est en train de faire des efforts pour que ces frères qui sont partis reviennent au Cameroun. Parce que nous ne connaissions pas les problèmes des réfugiés. Nous entendions parler de réfugiés et nous les voyions chez nous, mais nous ne savions pas qu'il arriverait un jour où nous-mêmes nous serons réfugiés. Donc le gouvernement est en train de faire des efforts et c'est ça l'objectif du plan d'urgence, pour que ces frères reviennent. Patientons encore, observons ce que donnera, quels seront les résultats du plan d'urgence que le gouvernement vient de mettre en place. Justement, un plan d'urgence dont on parlera dans quelques minutes seulement. Le temps de M. Meka de s'intéresser à ces réfugiés-là. Ce sera peut-être un axe de sortie pour ce sujet, les réfugiés du Cameroun au Nigeria, parce que pour l'instant, on les annonce qu'au Nigeria. Peut-être à l'avenir, on aura d'autres pays qui seront touchés. Mais pour l'instant, c'est le Nigeria, Cameroun, avec des réfugiés. Disons que la psychose qui prévalait dans le nord-ouest et le sud-ouest a facilité l'émigration des Camerounais vers le Nigeria. Et je crois que le chef de l'État, notamment à travers son gouvernement, a pris la mesure de la situation humanitaire qui prévaut au Nigeria, notamment le retour de nos frères au Cameroun, mais aussi la réhabilitation et la reconstruction de tout ce qui a été saccagé pendant cette guerre. On en parlera de ce sujet. Je pense que c'est une mesure intéressante, mais il ne faudrait pas seulement jeter un regard sur les réfugiés et à les déplacer. Les déplacés, ceux qui sont au Cameroun à l'interne et qui n'ont pas de maison. Rassurez-vous, on rentre en profondeur dans ce sujet. Il s'agissait juste de faire un peu allusion à nos frères réfugiés qui sont aussi chez les voisins. Monsieur le maire, hein, on est à 360 000 réfugiés au Cameroun. Ça veut dire que, vu la stratégie qui est mise sur pied, le plan est de les faire repartir dans leur pays, une initiative qui est louable, même si beaucoup contestent et donnent l'impression que le Cameroun veut se débarrasser un peu des réfugiés sur place, puisqu'il y a des réactions internationales sur le coup, mais c'est une stratégie logique pour pouvoir s'en sortir aussi. En définition, un réfugié, c'est un passager en transit. Et après un certain temps, il va falloir définir ses conditions de séjour durables, si c'est le cas. Donc, qu'on mette la pression sur le Cameroun, c'est une chose, mais qu'on n'essaye pas de comprendre, c'est autre chose. Le Cameroun a besoin de gérer sa population sur la vision économique de la politique gouvernementale. Et maintenant, ceux qui voudraient que nous gardions plus longtemps les réfugiés chez nous devraient mettre des fonds de longue durée pour gérer ces flux-là. Et donc, naturellement, je pense qu'il faudrait une cellule de crise sur la situation anormale des réfugiés au Cameroun. Et il faudrait que ces instances-là s'asseyent et discutent de tout ça. Concernant les réfugiés camerounais en terre nigériane, ce que je voudrais dire, sur l'expérience de ce que nous avons vécu par le passé, il faudrait définir les méthodes et les moyens de reconduite de toutes ces populations dans un canal sécurisé vers leur terre. Je proposerai par exemple qu'il soit ouvert
au niveau de ces cellules de réfugiés au Nigeria, des bureaux d'accueil et de reconduite vers leur terre, avec un budget minimum, comme pourrait dire par exemple, pour ceux qui ont perdu des maisons, un kit, disons, de 1 million, 1,5 million pour s'installer, repartir à nouveau, et leur donner naturellement un accompagnement qui exorcise un peu cette peur qui les tenaille à ce jour et les empêche de revenir. Ceci dit, il faudrait... 1 million. Oui, 1 million. Dans notre budget qu'on essaie de tirer par les cheveux, on pourrait rajouter des sommes pareilles? Pourquoi pas? Écoutez, déjà en termes de fiscalité, le Cameroun perd plus que cet argent par la crise. Donc je pense que investir 1 million, 1,5 million sur ces populations, ce serait patriotique et naturellement ce serait également une sorte de mea culpa, parce que cette situation qui est anormale ne dépend ni de ces populations-là, encore moins du gouvernement, mais de certains Camerounais qui ont pensé que recourir aux armes était la voie pour régler ce conflit qui ne peut se résoudre que dans une assise fraternelle et non fratricide. Il faudrait que tous ces hommes-là, on reconnaît aujourd'hui qu'il y avait crise, il y avait problème, mais ce problème n'est pas historique, il est d'actualité, parce que c'est un problème de gouvernance et de vivre ensemble en termes d'égalité de chance et d'équité, mais ça ne passe pas par la division de la nation Cameroun, encore moins par le recours aux armes, parce que c'est une affaire de réforme institutionnelle et de redonner à chacun le sentiment que le Cameroun est une âme une et indivisible. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Bien sûr. Honorable, pour sortir la question de la carte de séjour des réfugiés, parce que ça reste un sempiternel problème au Cameroun, c'est compliqué à avoir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier la chose aussi pour permettre à ces personnes d'être plus vite identifiées? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont obligés de trafiquer pour avoir la carte d'identité nationale du Cameroun. Oui, la carte d'identité nationale aujourd'hui, en réalité, n'a plus de nationalité. Ouais. Elle n'a plus de nationalité. Mais c'est toute une réglementation internationale pour l'identification des réfugiés. Le HCR a des critères qui permettent à tout pays d'identifier ceux qu'on appelle réfugiés. Parce que vous avez des réfugiés et vous savez ce que nous appelons aujourd'hui les migrants. Qu'avant on les appelait clandestins. Vous entrez clandestinement dans un pays et si vous vous inscrivez parmi les réfugiés, le HCR a des critères qui permettent de vous identifier et de vous donner une carte internationale qui vous permet de circuler dans le pays d'accueil. Vous comprenez? Vous n'avez nécessairement pas besoin d'une carte de séjour camerounaise. Parce que la carte de séjour camerounaise, elle est adressée à ce qu'il a appelé ceux qui viennent pour un long séjour et pour résider peut-être pendant longtemps dans un pays. Or, le réfugié, il est en transit. Et c'est pourquoi la réglementation internationale met à sa disposition des cartes qui vont non seulement permettre de le distinguer à celui qui a un séjour permanent, vous comprenez, mais lui permet aussi de circuler librement dans la zone dans laquelle il se trouve. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ont besoin des cartes de séjour camerounaises. Bon, il y a des malins, effectivement, aidés par quelques hommes politiques véreux, ça il faut le dire aussi, qui ont besoin d'un électorat. Alors, ces hommes, avec certains affairistes, ils facilitent l'obtention de la carte nationale d'identité à certains étrangers. Je ne dirais pas que ces étrangers sont des réfugiés. Non. Si vous allez au quartier Abassi ici, vous allez trouver que ceux qui sont venus pour avoir une petite activité au Cameroun sont devenus des Camerounais. Ils vous brandissent des cartes d'identité nationale à tout le bras, vous comprenez. Donc, ce n'est pas le réfugié. Le réfugié, il est de passage. Dès que la situation va s'améliorer dans son pays, vous comprenez, il rentre chez lui. Il doit rentrer chez lui. Donc il n'a pas besoin d'une carte de séjour pour résider pendant longtemps dans le pays d'accueil. Très belle émission et les appréciations au panel, en particulier M. Meka. C'est un dormo qu'il reconnaîtra certainement de l'INSET.
Je crois. Voilà. Bonsoir le panel. Si les réfugiés, il y a quelle stratégie convaincante pour réussir à les ramener et surtout les recaser? N'oublions pas qu'ils ont peur de perdre la vie au cas où ils rentrent. C'est Ngeti qui nous écrit ce matin. Je crois qu'il n'y a pas de réfugiés camerounais au Nigeria. Le problème d'Emmanuel, bon, c'est peut-être un peu plus haut. Le problème des manuels scolaires, depuis quelques décennies, était devenu un problème mercurial et une punition pour les parents pauvres. Où est passé Mamadou Ebineta? Les autorités doivent revoir leur politique relative et camerouniser les manuels scolaires. À quoi bon de nous parler de la tour Eiffel si ce n'est pas dans notre culture? Parlez-nous de nos forêts, nos contes et nos histoires. C'est encore Paul de Tiang qui écrit, voilà. Ils ont le droit de réagir à tous les sujets qu'on a abordés. Nous devons être fiers. Bon, je vais commencer par le début parce que c'est un tout petit peu long. Voilà, voilà. Sur la situation des réfugiés au Cameroun, nous pouvons dire que le HCR et le Cameroun, pays hôte, dans toute sa générosité, font des efforts dans la mesure où la nutrition, la santé sont pris en charge. Mais il faudrait être raisonnable. C'est dans la mesure du possible. On ne s'attendait pas à ce que les réfugiés vivent au-dessus des possibilités du pays hôte. La situation des réfugiés ne peut pas être mieux que celui dans son pays. Tous nous voyons les difficultés que nous avons ici, nous qui sommes Camerounais, et nous surmontons. Donc nous devons être fiers de notre pays pour la prise en charge des réfugiés. On va terminer avec celui-ci. Ses frères reviennent où? D'où? Dans quelles conditions? Ce retour et ce fonds d'aide, c'est de poser la charrue avant les bœufs. Où est parti le dialogue inclusif? C'est Fred de Locpomme qui nous permet, après la transition, bien sûr, d'ouvrir le débat sur la crise anglophone cet après-midi. Nous parlons de cette crise anglophone qui a déjà bientôt 2 ans au Cameroun, dans les parties nord-ouest et sud-ouest du pays. Le gouvernement camerounais a donc rendu public depuis quelques jours déjà un plan d'urgence humanitaire de près de 13 milliards, plus exactement 12,7 milliards de francs CFA sur 10 mois. Ce plan est destiné à remédier à l'urgence humanitaire dans les régions anglophones du pays. L'honorable tout à l'heure citait quelques pans de voile entre ramener les réfugiés, des logements pour ceux qui ont été déplacés, la restructuration des écoles pour pouvoir avoir une rentrée scolaire à venir. Mais c'est un projet qui appelle tout le monde à première appréciation, monsieur le maire. Oui, je crois que déjà c'est une bonne action de la part du gouvernement de la République. Reconnaître qu'il est impératif de faire quelque chose envers la communauté anglophone. Parce que non seulement elle est victime d'un conflit qui a fait de nombreux dégâts sur son territoire et dans sa vision du vivre ensemble. Et naturellement, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, il va falloir trouver le moyen de faire un dialogue inclusif avec tous ces hommes qui se rendent compte que le fait de préconiser la voie armée à des civils non entraînés et des hommes qui naturellement sont tout simplement des miséreux en quête d'espérance quelque part, c'est de la boucherie, c'est de la vraie boucherie face à une armée, un corps d'élite entraîné. On ne s'amuse pas parce que le monopole de la violence armée revient à l'État du Cameroun et il est impératif maintenant qu'on s'asseye et qu'on ramène ce débat sur le plan purement politique. La solution à la malgouvernance, Zema le dit, ce n'est pas la sécession. C'est la réforme des institutions et des textes de la nation. Encore moins les différends historiques ne se résolvent pas par la rupture au sein de la nation. Je crois que nos prédécesseurs ont fait un travail inimaginable, formidable, qui a bénéficié tant aux francophones qu'aux anglophones. Il n'est pas question ici de renier les acquis de notre histoire, mais il est question aujourd'hui de voir comment reconstruire un Cameroun qui redonne à chacun le sentiment d'appartenance à une seule et même nation. Nous avons remporté de nombreux trophées, nous avons surmonté de nombreuses difficultés. C'est vrai, la gouvernance aujourd'hui est fort préjudiciable à plusieurs communautés. Les côtés linguistiques et culturels des anglophones ont été solidement mis à rude épreuve.
il est normal qu'on leur redonne les moyens de s'exprimer dans leur langue d'origine. Ça, c'est une chose. Et de rentrer en possession de la maîtrise de leur destin. Mais ça ne passe pas par la sécession, encore moins par une lutte armée. Et je crois que ceux qui ont fait le choix de cette méthode se sont trompés. Il faudrait que de leur côté, ils reconnaissent s'être trompés et qu'ensemble, on fasse la paix des braves, la réconciliation profonde et la reconstruction de ce pays. Les Camerounais ne se sentent pas bien divisés. Ça, on peut le ressentir. Qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, le Cameroun, nous sommes tous attachés à cette nation. Et ceux qui pensent qu'ils vont diviser le Cameroun, ceux-là se trompent parce que également, nous avons des francophones qui se sentent plus anglophones que francophones, tout comme il y a des anglophones qui se sentent plus francophones que anglophones. Alors, je souhaite que les Sisikou et compagnie reviennent sur la table politique et posent les problèmes qui les préoccupent. On peut les régler et je crois que le président de la République en fait un premier pas. À eux de faire aussi le prochain pas. Donc, pour vous, ce plan d'urgence est une très bonne initiative. Avis que vous partagez, M. Meka? Disons que le chef d'État et le gouvernement camerounais est resté cohérent. Cohérent dans sa politique sociale par rapport à cette crise et cohérent même par rapport aux revendications. Moi, je crois que toutes les revendications sociales qui ont été posées, le président a donné une suite favorable. Je ne vais pas rappeler l'ouverture de la Common Law à l'ENAM, à la Cour suprême. Je ne vais pas rappeler les 1000 enseignants anglophones ou d'expressions anglophones qui ont été recrutés. Je ne vais pas rappeler toutes les mesures. Et il ne pourrait pas être assourdissant par rapport, n'est-ce pas, au cri de ces Camerounais qui sont de l'autre côté, qui sont des réfugiés. Et je crois qu'il a répondu au problème social de cette crise. Parce que pour la gouverne des téléspectateurs, il y a deux volets. Il y a le problème politique, il y a le problème social. Pour ce qui est du problème politique, le chef de l'État a répondu et il est toujours sur l'axe social, c'est-à-dire toutes les conditions, tous les desiderata que la population peut vouloir proposer, qui est à la mesure, n'est-ce pas, des conditions sociales. Je crois qu'il répond à cela. Mais je vais quand même dire quelque chose d'assez important, c'est que les Camerounais, dans toute l'analyse de contenu que j'ai faite la semaine, sont sceptiques par rapport à ces quêtes nationales. Ils sont sceptiques parce qu'il y a eu une quête par rapport à la guerre contre Boko Haram qui a coûté 2,5 milliards et les Camerounais se sont unis pour donner de l'alimentation. Cela avait été détourné. Je ne parlerai pas, n'est-ce pas, du coup de cœur qui a été pour les lions indomptables détourné. Du Cameroun. Donc, au XXIe siècle, à l'ère, n'est-ce pas, de la communication, je crois que le chef de l'État doit aller un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette comptabilité, autant les Camerounais donnent de l'argent, autant il faut qu'il y ait une comptabilité nationale, autant il faudrait que tous ceux qui seront dans le processus de ce réinvestissement sur le plan social, notamment la reconstruction, la réhabilitation et l'accompagnement des retours des réfugiés, sont tout à fait comptabilisés et expliqués aux Camerounais. Maintenant, il y a, je vais conclure en chutant par là, il y a une sorte d'antinomie et dont je trouve sensé, un peu comme disaient les psychologues ou les médecins. Peut-on soigner le malade sans soigner l'environnement? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord soigner l'environnement? Est-ce qu'il ne faudrait pas soigner le malade, soigner l'environnement? Parce que quand le malade revient dans un environnement dégingandé, je crois qu'il va retomber malade. Et c'est à cela que les Camerounais sont sceptiques. Et là, c'est un autre volet politique. Et là, j'aborde le plan de M. le maire où il faudrait, n'est-ce pas, un dialogue. Un dialogue parce que les Camerounais sont en train de mourir. Les Camerounais sont dans la psychose. Les Camerounais sont gênés par ce problème. Il faudrait que, n'est-ce pas, la méthode politique, la réponse politique du chef de l'État sur, n'est-ce pas, cette crise soit donnée, bien évidemment, sur le prisme, n'est-ce pas, du respect de la Constitution. Honorable Sopor, pour rester dans la même appréciation, vous également, vous avez pris note de cette sortie, la première du genre, ça, il faut le dire, hein, c'est la première fois que le Premier ministre prend la place un tout petit peu du porte-parole du gouvernement, qui très souvent, c'est le ministre de la Communication qui le fait, pour faire une communication de crise.
où bien sûr il vient parler de ce plan d'urgence, cette aide humanitaire qui doit être implémentée pour pouvoir venir en aide aux populations de cette zone nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on met en place un plan pour reconstruire une ville ou une région sinistrée. Souvenez-vous de l'extrême nord. Ouais. Avec tout ce que nous connaissons là-bas comme inondation, des plans d'urgence ont été multipliés pour la reconstruction. Le lac Nyos, on a vu ça. Hein? Il y a eu un plan d'urgence. Il y a eu un plan d'urgence. Aujourd'hui, avec ce que nous connaissons de l'autre côté, moi, le thème crise anglophone, je n'aime pas. C'est-à-dire ce qui se passe chez nos frères du nord-ouest et du sud-ouest nous oblige à nous y attarder et à mettre un énième plan d'urgence qui ne concerne que cette zone-là. Et je crois qu'il était temps que le gouvernement réfléchisse dans ce terme. Et là, c'est le côté social qui va régler en même temps le problème politique. Ne l'oublions pas. Parce que nous raisonnons toujours, le Camerounais aujourd'hui raisonne comme si il y avait deux entités différentes. D'un côté, il y a le gouvernement et de l'autre, il y a les sécessionnistes. Le gouvernement doit s'asseoir avec les sécessionnistes pour trouver une solution durable ou bien une solution à cette crise. Non. Il n'y a pas d'un côté les sécessionnistes, de l'autre le gouvernement. Et il y a le gouvernement camerounais. Le président de la République est le président du Cameroun. Il n'est pas le président de la zone francophone. Or, lorsque nous raisonnons, nous raisonnons comme s'il y avait d'un côté les francophones et de l'autre les anglophones. Mais non, moi je n'ai pas mandaté le président Biya pour qu'il aille discuter avec les anglophones. Je l'ai mandaté pour qu'il dirige le Cameroun. Et je ne l'ai pas mandaté pour qu'il désunisse le Cameroun. Et il y a d'abord ça, parce que quand nous parlons de dialogue, le dialogue suppose deux entités différentes qui doivent s'asseoir. De la même façon, les conflits, on aura pas le conflit, c'est deux entités également. Justement, deux entités. Nous parlons d'un pays. D'un côté, des anglophones qui se plaignent, parce que quand on dit une crise anglophone... Non, je voudrais qu'on s'entende, Maboula. Si nous disons, il y a crise anglophone, et comme eux là-bas, ils disent la République. La République, c'est pas le président Biya. La République, ce ne sont pas les francophones. La République, c'est la République du Cameroun. Et il faudrait d'abord qu'on s'entende sur ce point. Parce que si nous raisonnons, nous disons tous les jours... Non, attends, Maboula, tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Parce que si nous disons tous les jours, dialogue, 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 mais on va dialoguer avec qui? Et les gens disent, dans tous les pays, toute guerre finit autour d'une table. Mais la guerre contre qui? La guerre entre qui et qui? Non, non. Ne pas l'admettre, ce serait ne pas vouloir régler le problème. Non, c'est pas ça. Le problème, il est déjà là. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Le problème doit être réglé par le gouvernement du Cameroun. Non, pas tout seul. Non. Puisqu'il y a bien conflit. Non. Il y a conflit, ça veut dire qu'en face, il y a des belligérants. D'accord? Et qu'on doit tenir compte de la position de toutes ces forces en présence. Quand on dit dialogue inclusif, c'est parce que hier, le dialogue n'était pas inclusif. On voulait discuter avec une partie des belligérants et pas d'autres. Mais aujourd'hui, nous parlons de dialogue inclusif. Ça veut dire que tous les points de vue doivent être pris en considération. Vous avez vu le rapport du Premier ministre Mapani Moussongé. Ça parle bien de parler avec toutes ces composantes de la nation. Et naturellement, je ne suis pas d'accord qu'on appelle la zone francophone la République. Ça, c'est une vision extrême et même une négation de la nation camerounaise. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est reste tout de même un point de vue qui est celui d'une partie en conflit. Et donc, à mon avis, il faudrait que tous ces hommes reconnaissent qu'on a fauté, on a poussé des désespérés et des gens en souffrance, moyennant quelques munitions, quelques cartouches, quelques repas, de prendre des armes contre une armée régulière et qu'il faille déposer aujourd'hui ces armes. Parce que le Cameroun ne se reconstruira pas par la méthode militaire. Et comme vous l'avez si bien dit, on a vu en Angola, Jonas Savimbi revenir sur la table de négociation, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu un peu partout, on a vu Jean-Pierre Bemba être réhabilité récemment, mais je pense que le Cameroun a vécu sa crise
a posé des problèmes internes dans la cohabitation, à la répartition des ressources. Il faut aujourd'hui mettre un terme à cette vision sécessionniste. Cette vision sécessionniste n'est pas la solution. Nous sommes d'accord là-dessus. Et je voudrais vous dire qu'il y a un exemple magnifique qui s'est passé ce matin. Dans la Damawa, vous avez le Front populaire pour le développement, qui est un parti francophone, qui a tenu ses primaires dans la Damawa pour son candidat à la présidentielle. Et c'est Maître Akeremouna anglophone qui a été élu lors de cette élection. Donc, je peux dire que de nous avoir donné magnifique de cohabitation et de vivre ensemble. Je peux reprendre mon temps de parole là. Non, je peux reprendre mon temps de parole. Monsieur Maboula, bien sûr, je vous la redonne votre parole, honorable Sopo. Je voudrais tout simplement qu'on se comprenne. Maître Akeremouna, ce n'est pas mon problème. C'est pas ça qui m'a... Donc, c'est juste dire qu'un anglophone a été élu candidat à la présidentielle par les francophones. Nous ne sommes pas là pour la propagande électorale. Hein? Il a ses problèmes de famille qu'il les résolve d'abord. Ce n'est pas mon problème, Maître Akeremouna. Moi, ce que je dis, vous prenez l'exemple de l'Angola. L'Angola, il n'était pas question de diviser un pays. L'Angola, il était question de prendre le contrôle d'un pays. C'est différent. Ici, nous sommes dans une optique de division d'un pays. C'est pourquoi vous dites vous-même, il y a les sécessionnistes, mais si vous admettez que les terroristes, c'est de ça qu'il s'agit, se mettent sur la même table que les républicains pour partager, pour parler du partage du gâteau, moi je dis c'est un scandale. Vous n'aidez pas le chef de l'État. Non, attendez, non, c'est vous qui ne l'aidez pas. Le problème peut être résolu par l'application de la constitution de notre pays, qui parle d'une république unie, décentralisée. Voilà les pistes de réflexion. Mais quand vous dites dialogue inclusif, inclusif avec qui? Avec tous ces... Excusez-moi, parce que moi je reprends l'exemple de la tripartite. Moi j'étais à la tripartite. À la tripartite, lorsqu'on a dit dialogue inclusif, mais vous aviez des présidents de partis qui n'avaient que leur épouse et leurs enfants, comme parti politique. Mais ils se retrouvent donc sur la table pour parler d'un dialogue inclusif qui concerne le Cameroun. Vous voyez, et c'est ça que moi je crains. C'est ça qui va se répéter. Parce que tout cela qui parle de dialogue inclusif, je ne vois pas en quoi ils sont représentatifs des Camerounais dans ce pays. Vraiment, je ne vois pas. Vous allez me dire, on va prendre, j'ai dit les anglophones, qui veulent la paix. Mais sont-ils représentants de leur parti là-bas? C'est de ça qu'il est question. Un représentant est un élu. Il ne faut jamais l'oublier. Le représentant est celui qui a été choisi par une population. Vous dites maintenant... Attendez, ce problème aurait été vous avez déjà parlé. Vous avez voulu à l'Assemblée nationale. Vous avez voulu passer votre message d'Akeremouna, vous l'avez passé. Donc, mais je vous dis que Akeremouna, vous l'avez passé. Je vous dis tout simplement que on ne discute qu'avec des représentants d'une population. Ce n'est pas n'importe qui vient s'asseoir à table. Je vous prends le cas de ces partis politiques. Nous étions encore à l'orée de notre démocratie. Je vous dis, et quand le président dit dialogue, mais on cherchait des gens au quartier. Oui, oui, on vous invitait. Mais nous avons une place à l'hôtel, ils t'ont dit donc il faut venir. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous avons donc résolu quoi? Avec des gens qui n'avaient même pas de parti politique, qui n'étaient pas représentatifs du peuple. Je veux bien qu'il y ait dialogue, mais dialogue au sein de nos instances de représentation. Vous voyez que vous avez fait des suppositions de la crise anglophone. D'accord. De la crise anglophone. Il y a le plan d'urgence. Il y a le plan d'urgence. On a d'un côté... le plan d'urgence. Écoutez, on a d'un côté le gouvernement de la Et République. c'est même de ce plan que nous sommes en train de parler. On a d'un côté le gouvernement de la République. On a de notre côté des modérés anglophones. Et on a de l'autre côté des sécessionnistes. Un modéré doit être élu. C'est-à-dire le modéré qui vient de la démocratie représentative ne cohabite pas avec la démocratie participative. C'est connu. Parce que les représentants d'un peuple peuvent représenter leurs intérêts, ce qui a été le cas jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il y avait eu une représentation des aspirations du peuple au Parlement,
Cette crise aurait été réglée depuis longtemps au sein de l'Assemblée nationale. D'accord, je reviens. C'est dans ce cafouillage, effectivement, donc, vous avez parlé de Keremouna. C'est dans ce cafouillage-là que vous allez voir des gens comme la Keremouna sortir pour parler au nom d'un peuple. Or, ils ne sont pas représentatifs. C'est dans ce cafouillage-là. Et ce cafouillage... Je respecte si c'est mon avis... Non, ce cafouillage-là, si moi, mon avis tel que je le donne là, et je suis sûr qu'il est en train de me suivre, ce cafouillage-là, il ne résoudra pas le problème que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le problème sera résolu par la forme de l'État que nous avons adopté dans la Constitution, par l'application stricte de ce que nous avons dit dans la Constitution. Si on met en place une décentralisation bien pensée, parce qu'elle n'est pas encore là, la décentralisation, on met en place une décentralisation bien pensée. Cette décentralisation-là résoudra non seulement le problème que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais attention, il y a les Bamoun qui sont en train de soulever notre problème maintenant. Je pense que vous êtes au courant. Très, très au courant. Ok, donc ce problème de décentralisation résoudra tous les problèmes que nous connaîtrons, tous les problèmes spécifiques que connaissent chacune de nos régions. D'accord, on va continuer de parler de cette crise anglophone, notamment des solutions que vous apportez dans quelques minutes, le temps de finir avec ce plan d'urgence qui était le cœur même au départ de cette discussion. Tout le monde invité à s'impliquer pour pouvoir apporter, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Mika, ça va être compliqué de faire confiance et de pouvoir adhérer, mais là on a quand même des personnes à qui on demande des sommes bien précises, notamment les fonctionnaires au Cameroun. Est-ce que ça ne va pas créer... Quand j'ai mis fonctionnaires, je considère que ils font partie, tous les élus font partie un peu du fonctionnement bien orchestré au Cameroun. Ils sont là, les députés, les sénateurs, chacun a un montant précis à donner. Est-ce qu'on ne va pas s'attendre quand même à ce qu'il y ait une sorte de tension dans ces prix bien donnés, ces montants bien orchestrés? Disons que je parlais d'une petite crise de confiance, sans exclure effectivement que l'action est bonne. Parce que automatiquement, lorsqu'une partie de nous... C'est 500 000 hein, lorsqu'une partie de nous est mal, effectivement, nous devons la soigner. Et je crois que la solution est bonne. Mais le véritable problème, c'est que ce qui fait la crédibilité d'une opération, c'est la méthode. Quelles sont les garanties qu'il donne au peuple camerounais que cet argent sera bien géré? Parce que les Camerounais, comme disait l'honorable Sopor, ont connu beaucoup de plans d'urgence et beaucoup de collectes. Et là revient le problème. Je crois qu'il faudrait une méthode rigoureuse sur le sens de la comptabilité nationale de cet argent et que les hommes qui vont gérer cette opération jusqu'à l'exécution soient effectivement des personnes crédibles et qui ne souffrent d'aucune crise de confiance de la population. Même comme j'avoue que lorsqu'on vous retire quelque chose, cela fait toujours mal. Et surtout quand on ne vous demande pas votre avis. Et vous pouvez percevoir, n'est-ce pas, la levée de boucliers dans les réseaux sociaux des fonctionnaires par rapport, n'est-ce pas, à cette information qui est donnée. Mais je dis, si c'est pour la bonne cause, si c'est pour que tout cela s'arrête, chacun sera fier d'avoir donné un peu de soi pour que la situation puisse notamment s'arrêter. Mais je vais dire quelque chose, parce que c'est important de le dire. Le véritable problème que pose l'honorable Sopor est un problème technique, c'est-à-dire la qualité de ceux qui vont, n'est-ce pas, participer au débat. Parce que ce qu'il faut dire, et d'ailleurs les causeries que j'ai... C'est vrai que je disais tout à l'heure qu'on revenait dessus, comme ça vous pourrez rentrer, sinon on aura un nouveau rebondissement. Bon. Non, je voulais juste, j'ai essayé de prévenir avant de venir à vous pour qu'on puisse sortir de ce plan d'urgence et rentrer dans des propositions de solutions pour la crise anglophone. Et je commencerai par vous, rassurez-vous. J'en venais à vous, monsieur le maire Maboula, rassurez-vous, j'en venais à vous, vous avez 500 000 francs à donner, vous avez déjà commencé... Je vais commencer à faire les quêtes dans les rues bientôt, là, pour avoir les 500 000 et je vais donner. Ça, c'est certain. Mais pour parler plus sérieusement, on ne peut pas demander une quête sans ouvrir un compte national traçable. Il ne faudrait pas que l'argent se collecte par des individus sans transparence. La première des choses, le président de la République devrait dire compte spécial nord-ouest, sud-ouest, domicilié dans telle banque ou au trésor sous le numéro tant.
vous que vous puissiez verser directement. Exact. Et qu'il n'y ait pas de colportage, on a donné à tel gouverneur, à tel ministre, et tout, après on ne se retrouve dans rien du tout. Et qu'il y ait des emplois précis. Et qu'il soit donné une feuille de travail tout de suite au préfet, au sous-préfet de des deux régions nord et sud-ouest, pour l'identification des sinistrés. Parce que c'est ce que les sous-préfets devraient être en train de faire actuellement. L'inventaire des sinistrés et des besoins sur le terrain, des personnes clairement identifiées. Si on ne le fait pas, ça veut dire que nous sommes en train, une fois de plus, de reproduire le passé. Et si on veut reproduire le passé, c'est envoyer les Camerounais, une fois de plus, dans les revendications qui peuvent devenir encore fratricides. Et donc, je pense que, avant même de commencer la collecte des sous, il faut ouvrir un compte national pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence à partir de lundi et différer les cotisations à partir de ce jour. Différer les cotisations jusqu'à ouverture de ce compte-là. Si on veut être transparent, ça commence par la traçabilité. Sinon, on ne sait jamais, une enveloppe, une valise peut rester entre Douala et Yabassi. Déjà 236 millions collectés, honorable. Ok, quant au financement, je voudrais préciser qu'il y a 3 sources de financement telles que... Prévues par ce plan d'urgence, bien sûr. Il y a le budget de l'État, il y a la solidarité nationale et il y a les donateurs internationaux. Donc il y a 3 sources de financement. Et ayant travaillé dans l'administration, je sais qu'on ne peut pas arriver à un résultat pareil si une planification de toutes ces actions n'a pas été mise en place. Le chef de l'État ne peut pas prendre la décision de lancer un plan d'urgence si une étude n'a pas été faite. Donc, ce que dit Maboula, oui, c'est ça. Là sont les préalables. Effectivement, je suis convaincu que ces préalables-là ont été bien pensés. Mais maintenant... Peut-être qu'il faut qu'ils soient divulgués aussi. Oui, oui, c'est ça. Non, effectivement, parce que lorsque le Premier ministre a réuni l'élite appelée anglophone pour récolter 236 millions, on ne nous a pas dit que cet argent est logé dans tel compte. Il y aura des solidarités qui vont se manifester. On ne nous dit pas que vous du littoral, voici où vous devez loger votre argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais il y a 3 sources. Les 13 milliards, c'est le budget de l'État. Les autres sources-là, les 236 millions que vous venez de récolter, peut-être demain c'est le centre qui va se manifester, ou bien l'ONCAM, parce que l'ONCAM aussi, j'ai appris que l'ONCAM va se manifester bientôt. Beaucoup. Voilà. Cet argent, il faudrait qu'on nous dise clairement, mais je crois que, ayant travaillé dans l'administration, je suis convaincu que tout cela a déjà été pensé. Maintenant, il faut une communication pour que nous soyons au courant. Surtout qu'en ce moment, les Camerounais sont très sceptiques et ils ont véritablement besoin d'être au courant. Surtout quand on parle d'argent. Pour les fonctionnaires, peut-être ça va être retranché dans les salaires. Mais pour les privés, les hommes d'affaires et autres, c'est volontaire. C'est chacun qui devra aller verser cet argent. Mais où, peut-être il faut, Monsieur Luther Meka, qu'on nous explique très bien le procédé par lequel, bien sûr. J'ai parlé de la comptabilité nationale. Non, c'est clair. C'était pour revenir juste... C'est juste pour... dire qu'il faudrait qu'il y ait une visibilité sur la traçabilité, autant de mots pour que les Camerounais soient informés de ce qui est fait de leur argent. Parce qu'en fait, il faudrait que les gens comprennent qu'ils sont des mandants, c'est-à-dire qu'ils sont délégués de gérer, n'est-ce pas, nos fonds. Et par conséquent, ils ont l'obligation de rendre compte. La gestion des années 1960 est finie. Maintenant, nous sommes à l'ère de la communication. Tout devrait être visible et communiqué pour que les générations présentes et à venir prennent acte de comment cela a été géré. Parce que lorsqu'on fait le bilan de tous les plans d'urgence, de toutes ces collectes, il y a un flou artistique. Et ce qui peut créer, n'est-ce pas, un ras-le-bol. C'est pour ça qu'il est important qu'une comptabilité nationale soit faite. Du moins, moi je crois que ce sera fait parce que nous avons un ministre de la Communication à pied d'œuvre qui va certainement à chaque point de presse nous donner le compte rendu.
Surtout que les points de presse, on en a droit très souvent, bien sûr, même lorsque ça ne semble pas très utile. Monsieur Mekan, on va embrayer justement sur ce sujet de sortie de cette crise. Justement, là, c'est une solution humanitaire pour pouvoir arranger le nord-ouest et le sud-ouest, arranger les écoles, les bancs et tout, pour que la rentrée scolaire soit effective. Mais au fond, vous le disiez tout à l'heure, il faut en même temps qu'on soit en train de résoudre véritablement en profondeur cette crise pour qu'elle s'arrête. Sinon, à quoi bon venir mettre des salles de classe et après on peut recasser le lendemain? Sur le plan politique, et je disais tout à l'heure que l'honorable Sopron posait un problème technique, c'est-à-dire la qualité de celui qui sera autour de la table. Et il est même allé très loin en démontrant qu'il y a des imposteurs qui, n'est-ce pas, dans les moments troubles, les situations troubles, s'érigent, n'est-ce pas, en leader pour venir s'asseoir sur la table. Mais ce que je peux dire, c'est que, et j'ai l'habitude de communiquer avec le président par ses discours, le président Paul Biya n'est pas contre le dialogue. Lorsque nous lisons son discours, il dit qu'il est prêt à aller dans le dialogue en respectant la Constitution. Et il a posé un préalable, c'est-à-dire la forme de l'État est non discutable. Et je crois que toutes les séries de dialogues qui existent, ce sont, n'est-ce pas, les délégués du chef de l'État, notamment les premiers ministres, le secrétaire du cabinet du premier ministre, c'est ces formes de dialogue. Mais de façon politique, j'ai l'impression, depuis que je suis la crise, qu'il voudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait un échange, un dialogue entre le président Paul Biya et certains, n'est-ce pas, hommes politiques, certains acteurs de la crise anglophone. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, j'ai pu constater que M. Ayoub Tabé, depuis, n'est-ce pas, son incarcération, demandait à causer avec le président Paul Biya. Parce que, comme disait l'honorable, il faudrait aussi qu'il fasse un signe d'un besoin du dialogue. Parce que ce sont les fils du Cameroun, ils sont camerounais, même comme ils disent qu'ils appartiennent déjà à notre pays. Mais je crois que s'ils demandent le dialogue, ça veut dire qu'ils se reconnaissent camerounais et qu'ils voudraient, n'est-ce pas, que échanger avec il y ait une sortie de crise. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, et je vais encore le redire, le problème de la crise anglophone n'est pas le problème de M. Biya. C'est un problème qui a été hérité depuis 1961 sur les accords qui existent entre, n'est-ce pas, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Et je crois que depuis cette crise, il y a un véritable besoin, n'est-ce pas, de dialogue d'une nouvelle génération qui est arrivée et qui voudrait, n'est-ce pas, poser le même problème. Et si on continue à faire le sauvetage, je crois que chaque génération va découvrir cette mission et on sera dans un éternel recommencement. Il faudrait que le débat sur cette union soit posé sur la table avec des éléments clairs. Le débat sur l'unité du Cameroun, monsieur le maire Maboula? Oui, je voudrais dire, et là c'est pratiquement une exclusivité, nous aurions pu faire une économie sérieuse de nombreux morts et de tout ce sang versé, avant que la crise ne connaisse cette escalade. J'étais en contact avec Sisiko Ayoub Tabé. J'ai saisi l'administration centrale. Il avait exprimé le besoin d'une médiation, surtout après mon discours du 1er octobre 2017 qui avait été censuré. Il a pris contact avec moi et j'ai saisi le gouverneur pour lui dire que j'avais reçu des messages de Sisiko qui demandaient une médiation. Cette médiation devait avoir lieu aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis parce qu'ils étaient sous mandat, du moins, ils étaient recherchés. Aux États-Unis, il avait choisi quelques pays, la France, l'Angleterre, bref, des pays où il ne serait pas menacé de liberté ou d'arrestation. Et naturellement, l'administration m'a demandé de prendre contact avec le représentant du Cameroun aux Nations Unies, M. Monté. J'ai fait le courrier, et puis après, plus rien. Puis quelque temps, il y a eu cette recrudescence de propos désagréables de part et d'autre, etc., jusqu'à ce qu'on arrive aux violences physiques. Et je peux dire que ces garçons voulaient discuter. Et j'étais d'avis qu'il fallait discuter parce que tout ce que je disais, et comme je le disais dans mon discours, il n'y a aucun problème qui se résout dans la violence. Notre histoire a connu des problèmes, mais notre actualité peut nous réconcilier. Revenons sur la table de discussion
et voyons comment vivre ensemble. Parce qu'en réalité, les problèmes que vous évoquez à 80% sont les problèmes de toutes les communautés camerounaises. Et si on dit que ces problèmes ont un dénominateur commun, à savoir la gestion de l'État, qui devrait être unitaire et fortement décentralisé, il faut qu'on voit dans quelle mesure accélérer les procédures. Et en ce qui concerne les aspects juridiques anglophones, éducatifs anglophones, on peut nommer des professionnels du monde anglophone pour gérer ces questions-là. Mais ça ne sera pas encore une autre division? Non, si, pas une division. Pourquoi? On doit nommer un anglophone pour gérer les questions anglophones et un francophone. Je veux dire quoi? Finalement, on garde toujours la division. Si vous ne voulez pas réformer, il y a une chose. À force de réprimer les révolutions pacifiques, vous rendez les révolutions violentes inévitables. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise ouverte, une crise armée. Et si on ne veut pas reconnaître que des hommes peuvent s'asseoir aujourd'hui et dire que nous avons fait des erreurs sérieuses en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, en termes de santé, etc., etc., et naturellement, on va se retrouver dans une cristallisation de la violence et naturellement à un blacklisting du Cameroun. La destination Cameroun va être une destination blacklistée. Et ce n'est pas à l'avantage de notre économie, encore moins de l'épanouissement des Camerounais. Nous ne demandons qu'à vivre, à s'épanouir, et je pense qu'il y a suffisamment d'argent dans ce pays pour pouvoir permettre à chaque Camerounais de vivre dignement et confortablement. Mais je voudrais ajouter quelque chose. On ne peut pas faire l'éloge de l'affaiblissement de l'État. Parce que vous ne pouvez pas demander à Mondo Division que l'État se mette à genoux pour dire qu'il s'est trompé. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas possible d'autant plus que les exactions sont également perpétrées du côté des belligérants. Moi, je suis ravi de constater qu'il y a eu effectivement un besoin de dialogue. Mais je vous demande d'être très attentif parce que la manière dont sera gérée cette crise peut engager d'autres crises. Parce que les Camerounais sont en train de regarder très attentivement comment, n'est-ce pas, cela va se passer. Je crois qu'il faudrait que ceux qui sont de l'autre côté fassent mea culpa, ils demandent pardon aux Camerounais et viennent, n'est-ce pas, sur la table du dialogue étant désarmés. Parce qu'on ne peut pas faire un dialogue dans la guerre. Il faut que les gens le reconnaissent. Honorable Sopo, l'unité du Cameroun mis à rude épreuve dans cette situation. Là, maître, je voulais dire le maire Maboula, propose qu'on ait un anglophone. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de sortir quand même de ce cercle vicieux dans lequel on est pour résoudre ce problème. Vous voyez donc, les solutions que les Camerounais proposent sont irréalistes. Ça, il faut le dire. Les solutions que vous proposez là sont irréalistes. Je veux bien que Ayoub Tabé vous ait contacté et que le gouvernement vous ait demandé de prendre attache avec le représentant camerounais aux Nations Unies. Mais Ayoub Tabé se serait présenté en tant que Camerounais ou en tant qu'ambazonien. C'est d'abord ça. Parce que c'est le même Ayoub Tabé que nous avons vu à la télé disant qu'il est le président de l'Ambazonie. Et vous lui dites, allez discuter avec l'État du Cameroun. Donc, vous voyez, je reviens à ce que j'ai dit aujourd'hui. On n'a pas deux pays différents. Nous avons un seul pays. Un dialogue en temps de guerre suppose qu'il y a deux pays qui s'affrontent. Pas deux enfants du même pays, comme vous avez pris le cas de Savimbi et de l'autre. Non. Là-bas, il était question de contrôler l'État. Chacun d'eux voulait devenir président de cet État. Oui. C'est différent. Non, parlons du Cameroun. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Je pense que... Je vous ai écouté. Monsieur le maire Maboula souffrait. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est vous qui avez pris l'exemple de l'Angola. De sa réflexion, et vous pourrez rebondir. Voilà. Donc, ici, nous parlons du Cameroun. Demandez au gouvernement camerounais d'aller discuter avec le président de l'Ambazonie. Mais attendez, ça veut dire, en réalité, c'est le président de l'Ambazonie, puisqu'il a dit lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Écoute-moi, je C'est lui-même. Non. Moi, je m'arrête. Je pense que c'est un Camerounais qui a pris un coup de massue dans sa vision politique des choses. Non. Et je pense qu'on peut le ramener à la raison. C'est tous des Camerounais qui ont besoin d'être écoutés. Et si vous embassamisez la crise anglophone, on n'en sortira jamais. Et moi, je pense que ce sont des Camerounais qui ont pris une option extrême et il fallait les ramener sur le droit chemin. Moi, je suis convaincu que ces garçons doivent revenir à la maison parce qu'ils ont pris un mauvais chemin. Cela veut dire que le préalable, c'est qu'ils déclarent qu'ils sont Camerounais. Comment qu'ils sont Camerounais? À partir de ce moment, nous pouvons dialoguer. Oui. Voilà. Mais s'ils ne déclarent pas qu'ils sont Camerounais, ils maintiennent qu'ils sont présidents de l'Ambazonie et ils veulent le dialogue avec le président de la République. Il y a problème. Il faudrait d'abord qu'ils déclarent publiquement que mes frères, je me suis trompé. Le Cameroun est un et indivisible. Et moi, je suis Camerounais. Je voudrais qu'on revienne à la case départ. C'est aussi simple que ça. Si vous vous demandez seulement à la République d'engager le dialogue, mais dialogue avec qui? Avec l'Ambazonie. Vous dites non, c'est pas l'Ambazonie. Non, moi je ne crois pas à l'Ambazonie, ça n'existe pas. Quelqu'un s'est déclaré président de l'Ambazonie. Et il y a des drapeaux qui flottent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Ça ne veut pas dire qu'il est Spider-Man. Il y a des drapeaux avec des effigies. Attendez, il y a des drapeaux qui flottent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faudrait que ces drapeaux-là, qu'ils acceptent d'abord de les mettre en berne et de dire nous sommes Camerounais. Et qu'on voit comment le drapeau camerounais est ici. À partir de ce moment, nous pouvons dialoguer avec ces messieurs, même s'ils ne sont pas représentants de leur peuple. Voilà, c'est une initiative, finalement, peut-être on a une idée de la méthode par laquelle peut se passer le dialogue dans cette partie du Cameroun. Tout d'abord, jeter les armes, là au moins tout le monde est unanime sur ce plateau, déposer les armes et après seulement on pourra ouvrir un tout petit peu la discussion que tout le monde est en train d'attendre au Cameroun, en respectant au moins une réalité, c'est que la forme de l'État, monsieur le maire, ne sera pas, c'est non négociable. Tout à fait. Un et indivisible. Et nous devons veiller à ce que les acquis de nos pères fondateurs avec une implémentation de la décentralisation par toutes les générations. Et la vision de ce Cameroun, pour moi, c'est un État unitaire fortement décentralisé qui permet à chaque territoire de se construire sans être prosterné devant qui que ce soit. Parce que la décentralisation, c'est mettre à disposition des ressources à chaque territoire et fixer des objectifs de développement pour l'égalité de chance et l'équité de tout le monde dans tous les territoires. Et on peut le faire, ça ne prend pas du temps, il suffit d'une volonté. Ceci dit, avant d'y arriver, il faut que les sécessionnistes reconnaissent qu'ils sont Camerounais et qu'ils prennent le drapeau du Cameroun. Ça, je leur ai toujours dit. Je leur ai dit à chaque fois, pour qu'il y ait discussion, vous devez reconnaître que vous êtes Camerounais et que vous avez un mal en vous qui vous démange, qui vous tenaille et qu'il faille qu'on s'asseye pour discuter. Et je crois que tous ces hommes-là peuvent comprendre qu'avec le geste du chef de l'État, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qu'on peut aujourd'hui dire que l'Ambazonie, c'est le passé. Reconstruisons ce Cameroun de nos pères fondateurs. Ce n'est pas l'histoire qui nous divise, c'est l'actualité qui nous remet en question et on peut le refaire maintenant. D'accord. On va lire rapidement les réactions avant de refaire un dernier tour de table sur cette question. Bonjour, les panélistes sont de très haut niveau. De manière particulière, l'honorable Paul-Alphonse Sopo. Bonsoir au plateau. Pourquoi parler du problème anglophone sans les anglophones sur le plateau? Moussa, on a traversé ce niveau de la discussion. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone, il y a des Camerounais. Et l'objectif, c'est justement que tout le monde se mette cela dans l'esprit, sinon on ne sortira pas de l'auberge. Les francophones parlent beaucoup des problèmes des anglophones avec excès des ailes. Je vois, monsieur le maire, que ça sera bien compliqué de faire comprendre. Pour votre gouvernement, il y a encore quelques jours, nous avons eu à vivre une scène pareille dans un taxi où une dame qui a fui avec sa famille la zone anglophone pour se réfugier à Douala était en train de convaincre le chauffeur du taxi, qui était en fait d'expression anglaise, qu'il fallait continuer la guerre parce qu'il y avait des enfants qui étaient morts. Et quand je lui pose la question, pourquoi toi tu as fui pour venir à Douala, et demander à ceux qui sont sur place de continuer la guerre,
elle parle du coup l'anglais pour dire que non, elle n'est plus là pour dialoguer avec les francophones. C'est pour vous dire que cette problématique, elle est peut-être plus profonde dans l'esprit de certaines personnes. Bien sûr, Pourquoi il ne faut pas désespérer? Le président Kagame a dit le Rwanda est un grand pays, pas parce qu'ils ont de grands intellectuels, mais parce qu'ils ont su se pardonner. Et si nous voulons devenir une grande nation, on doit apprendre à se pardonner. Aussi simple que ça. Donc chaque personne devra penser un tout petit peu à penser ses blessures personnellement et à se dire, bon, c'était qu'un moment à traverser aussi. La colère ne ressuscite pas les morts. Ouais. Ses frères, si ce dialogue est impossible, il faut amnistier ou alors démissionner avec son gouvernement en cas un autre dirigeant résoudra ce problème en 2 jours. C'est Fred de Locpaume qui écrit « Les sous-préfets iront recenser qui? Quand nous savons tous qu'ils sont tous réfugiés au Nigeria, peut-être recenser les arbres. » Voilà, évitons de mettre la charrue avant les bœufs. Fred est vraiment pessimiste hein, dans sa façon de raisonner. Si M. Maboula pouvait laisser les autres panélistes, notamment l'honorable Sopo, donner son point de vue. Je pense que c'est par rapport à, c'est également ça les échanges sur ce plateau. On va donc revenir, on va commencer avec vous, M. Meka. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement à l'issue de cette discussion entre le plan d'urgence humanitaire qui peut-être est une solution et la suite? Non, moi je fais juste une synthèse, c'est qu'il faudrait rassurer les Camerounais sur la fiabilité de cette opération avec une comptabilité nationale, en mettant des gens crédibles. Il ne faudrait pas aussi occulter l'aspect politique. Il faudrait, n'est-ce pas, que nos frères ambazoniens fassent mea culpa, déposent les armes. Nos frères ambazoniens Camerounais. Ah d'accord. Nos frères camerounais. Ils se sont trompés. Nos frères camerounais. On essaye hein, de comprendre. Moi, je suis là pour faire la synthèse. J'ai entendu qu'on ne voulait plus d'ambazoniens. Oui, nos frères camerounais, encore que l'Ambazonie n'existe pas, fassent mea culpa, déposent les armes et par conséquent peuvent être écoutés. Mais il y a un préalable, c'est que ce sont les retards de la décentralisation, la confiscation du pouvoir central, ce jacobinisme assez aigu qui a amené les uns et les autres à pouvoir, n'est-ce pas, revendiquer une parcelle de pouvoir. Donc il faudrait que cette implémentation de la décentralisation soit très très offensive, soit effective pour que chaque espace périphérique, chaque région se sente, n'est-ce pas, intégrée dans la gestion du tout collectif. Et je crois qu'à ce niveau, il n'y aura plus assez de problèmes. Monsieur le maire Maboula, évidemment, il faudrait aussi peut-être les régionales, finalement. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un règne et il est impératif que nous repartions d'un règne, celui du RDPC naturellement. Vous le décrétez ou bien c'est pas les yeux? Écoutez, les signes nous montrent que nous sommes à l'essoufflement. On est à l'hémorragie totale. Si vous êtes astrologue, on est à dysfonctionnement nous, on se prépare complet. Pour la candidature du chef de l'État et les cotisations vont monter pour pouvoir, vous serez surpris, faire en sorte que notre le Cameroun président national soit un renouvellement de la classe politique et il y aura fin de règne. Faut pas vendre le rêve. Et cette fin de règne va commencer par l'avènement d'un président anglophone. Et cet anglophone va réconcilier les Camerounais. Et je crois que cet anglophone a été désigné aujourd'hui par des francophones dans la Damawa à 84%. C'est le maître bâtonnier Akeremouna. Qu'il continue à suivre les affaires de l'État comme il le faisait. Hier, francophones, nous avons régné pendant plus de 50 ans. On est arrivé à un carrefour de dysfonctionnement total, de blocage et d'occlusion politique. Il est impératif que nous ressortions dans des réformes institutionnelles pour une république nouvelle. Et nous pensons qu'un anglophone va réconcilier les Camerounais entre eux. Et il est temps que les Camerounais repartent unis et indivisibles. Sa famille. Les problèmes de famille, c'est des problèmes du RDPC face à un homme engagé à réformer la nation. Aussi simple que ça. Donc je pense que les anglophones peuvent discuter politiquement en choisissant leurs représentants. Ce débat qui est devenu militarisé. Vous instrumentalisez la crise anglophone. Je vous dis simplement. Non, vous l'instrumentalisez. Je suis pour un Cameroun uni et indivisible. Et j'invite tous les anglophones qui ont pris des armes à les déposer. Parce que cette crise peut être résolue politiquement. Et c'est l'occasion unique
qui s'offre à cette communauté de pouvoir réconcilier le Cameroun à travers un président anglophone. Aussi simple que ça. Honorable, qu'est-ce qu'on retient pour sortir? Bon, pour sortir, je crois qu'on revient sur la même chose. La seule solution, c'est que le gouvernement actuel applique à la lettre la constitution du Cameroun, qui parle de décentralisation. Peut-être les gens ne s'imaginent pas ce que peut être une décentralisation vraiment véritable. Les gens ne se l'imaginent pas. Mais la décentralisation donnera à chaque région de prouver ses compétences. Parce que la décentralisation permettra à chaque région de gérer son économie. Chaque région peut, par exemple, et ça on n'est pas en train de le voir, avoir sa monnaie régionale pour gérer son économie. Et ça, on n'est pas en train de le voir. La décentralisation, les gens disent, c'est pas le fédéralisme, certes, mais ça peut être une avancée pour le fédéralisme futur. Parce que, ce qui est vrai, avec tout ce que nous voyons comme revendications partisanes, revendications ethniques, nous allons arriver un jour dans ce pays à dire que optons pour la fédération. Encore que la fédération jusqu'à présent, si nous regardons le cas du Nigeria, nous ne pourrons pas dire que la fédération est la meilleure des formes politiques. Nous ne pourrons pas le dire si nous regardons le cas du Nigeria. Nous n'allons pas le dire. Mais la décentralisation va permettre à chaque région de s'exprimer valablement sur l'échiquier national. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire les anglophones, ils auront une région, et les francophones, ils auront une région. Non. Il s'agit aujourd'hui de dire, nous voulons construire notre pays. Le gouvernement est en fin de règne, c'est vrai. Mettons en place un gouvernement qui va appliquer à la lettre la Constitution. Je ne veux pas par là dire que... Non, je ne veux pas par là dire que ce gouvernement-là sera celui qui viendra du ciel. C'est un gouvernement qui sera composé des Camerounais. Il sera composé des Camerounais. Et quand les gens disent chasser le président Biya et le problème est réglé. Mais non, comprenons-nous, vraiment, il ne faudrait pas qu'on prenne des Camerounais pour des cons. Il s'agit d'un système. Le président Biya fait partie d'un système. Tant que nous ne pourrons pas opposer un autre système, pas des personnes. Il faut faire attention. Ce n'est pas un changement de personne. C'est un changement de système en profondeur. Et tous les candidats, les pseudo-candidats que je vois aujourd'hui sont dans le même système que le président Biya. Alors pourquoi aller chercher quelqu'un qui est dans le même système pour le mettre à la tête à la place du président Biya? Ça ne changera rien. C'est un problème de système et non de personne à la tête. C'est un problème de système. Il faudrait changer le système. Si nous ne changeons pas de système, et il n'y a que deux systèmes, c'était nous ne cesserons jamais de le répéter. Il n'y a que deux systèmes dans ce pays. C'est le système. Nous avons eu un système colonial qui a perduré aujourd'hui jusqu'au néocolonialisme. Et on a eu un système qui a combattu ce néocolonialisme, ce colonialisme et ce néocolonialisme. Voilà les deux systèmes. Ce système, on va beau le dire, la question que vous m'avez posée au début, est-ce que l'UPC là, tout ça, ce système, c'est l'UPC qui l'incarne. Il y a encore des troubles, mais tant que nous ne comprendrons pas... allié du tant que nous ne comprenons pas, ça c'est le cafouillage. Comme vous avez fait le cafouillage pour acquérir, c'est la même chose que vous continuez à faire. Du RDPC. C'est le cafouillage. Où on règne par détournement et pillage du Cameroun. Qui a pillé plus que ceux qui ont travaillé avec la présidence? Oh, j'en sais rien. Nous voulons le savoir. J'en sais rien. A pillé mais je sais une chose. Qui a profité de l'État? Qui a profité, comprenons-nous bien, qui a profité de l'État plus que le fils de celui qui incarnait l'institution? Mais dites-nous. Comprenons-nous. Dites-nous. Comprenons-nous. Monsieur Tandem Mouna a été au cœur de ces institutions. L'histoire que vous venez de raconter, mais Tandem Mouna était là. Oui, il n'était pas loin. On est d'accord? Ceux qui ont fait partie d'Ongo Foncha. Mais c'est qui? Ce sont les Tandem Mouna.
Ne l'oublions pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Non, non, non. Tu as parlé. Rassurez-vous, on aura le débat à Kérémouna sur ce plateau. Non, c'est-à-dire, il nous pousse à parler. Nous ne voulons pas parler. Mais justement, le but, c'est que vous dites tout ce que vous avez dans le cœur. C'était non. Ça ne sert à rien. Réconciliation. Ça ne sert à rien. Parce que nous savons. Mais on a vu ça nous savons que tout ce qu'on peut amener là-bas, c'est la prison. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la gouvernance qui peut nouvelle et mettre les réformes en place contre la corruption. Le président Biya, il est en fin de règne. Et c'est la raison pour laquelle... Non, Si, c'est la raison vous pour le laquelle... décrétez. C'est bientôt. C'est la raison Monsieur pour Baka, laquelle je allez-vous, le c'est répète. bientôt. Il est C'est la... candidat. Non, il est en fin de Et règne. ils Je ne sont dis en pas train qu'il ne de doit pas être candidat. mobiliser Je tout ne dis le pas. monde, Il est en militant du fin de RDPC, règne. C'est la raison pour pour laquelle je crois redonner que... un mandat Parce au que père sinon- de la paix et de la démocratie. Paul Biya. Si nous parlons Monsieur ici Minka, aujourd'hui... Monsieur Minka. Non, non, si nous Monsieur parlons... Minka, laissez-moi parler. Je pense qu'on est Attendez, arrivé non. au Si nous terme parlons de cette ici aujourd'hui, émission. attendez, Ça a à la senti le temps. démocratie. Attendez. C'est-à-dire, c'est pour nous pas les le chef de experts. l'État. 30 secondes. C'est nous les experts. On dit qu'un expert qui a fait des erreurs, il faut l'amener à mettre le nez, excusez-moi l'expression, dans son propre caca. Donc, le président Biya a mené ce système pendant plus de 30 ans. Moi, je serais d'avis, moi, même comme je suis épiciste, je serais d'avis qu'il continue et qu'il corrige lui-même ses erreurs. C'est la meilleure des choses. Merci. Il puisse ne pas nous laisser le pays dans la paix et dans la prospérité comme il a dit. Merci beaucoup, bien sûr, monsieur le maire Maboula, bien sûr. Jacques Maboula Mboya, on le rappelle, maire de Yabassi, politicien très engagé, notamment dans la cause d'Akérémouna en ce moment, qui a été finalement, il a un parti politique. Élu finalement. par le Front populaire pour le développement, un parti basé dans la Damawa. D'accord. Une élection qui a été faite par le président du FPD, une base électorale essentiellement francophone, qui a choisi un candidat anglophone pour la présidentielle de 2018. Merci beaucoup, monsieur Maboula, d'être venu, le parti universel. Merci beaucoup, honorable Paul-Alphonse Sompon, d'être venu. Merci. Merci également à André Luther Meka. Merci d'être venu cet après-midi. Une émission, une fois de plus, réalisée par Jean-Martin Kemfar. Merci à Marius Diamel et à Eyoum pour le cadrage. J'aurai le bonheur de vous retrouver samedi prochain. On sera une fois de plus au cœur de l'actualité sur tous azimuts. Restez sur LTM Télévision. Au revoir.